Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur en chef d'Endurance Mag et spécialiste des top digressions, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors pour ce nouvel épisode de notre podcast, nous vous avons concocté un numéro spécial puisqu'on va aborder un sujet qui nous tient à cœur, le monde de l'historique, Geoffroy. C'est pas la première fois qu'on s'aventure dans l'histoire du sport automobile. Alors comme vous le savez, dans l'Endurance Club, on a l'habitude de vous donner des chiffres, des petites infos et des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et pour ce numéro spécial, on a profité du salon Rétromobile en fait. On est, Rétromobile bat son plein en ce moment en fait, c'est ça. En ce moment, mais comme on est là, voilà. Plus tard, il ne bat plus son plein, le 50e salon Rétromobile. Peu importe le moment où vous l'écoutez, mais là en tout cas, juste pour l'info, pour les coulisses, on est en train d'enregistrer en parallèle de Rétromobile. Bon voilà, donc Rétromobile, salon effectivement très, très connu, 50 ans donc de fêter en janvier dernier. Et donc pour préparer cet épisode spécial, eh bien, on s'est dit, qu'allons-nous proposer ? Eh bien on a eu vent d'un livre qui évoque un constructeur français, notamment qui a marqué le monde de l'endurance, mais pas que, pendant 10 ans et dont l'héritage va bien au-delà, l'épopée Matra. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir un éditeur, auteur d'un livre magnifique dont nous allons parler évidemment, Dominique Vincent. Bonsoir Dominique. Bonsoir Anthony et bonsoir Geoffroy. Alors Dominique, tu es, si je dis pas de bêtises, directeur fondateur de la maison d'édition Kokobé Édition, qui propose des ouvrages qui font vivre l'histoire des sports mécaniques, qui racontent des courses mythiques, qui retracent des trajectoires humaines, j'aime bien quand tu parles de trajectoire, alliant textes riches et iconographie rare pour séduire les passionnés comme les curieux. Ai-je bon ? Une belle définition. Hein. Pas mal, pas mal. Si on a atteint cet objectif, on sera très content. Et ben en tout cas, bienvenue dans l'Endurance Club. Merci, un plaisir d'être avec vous. Bon, on va pouvoir parler de Matra parce que tu as pu sortir un livre, c'est une deuxième édition sur Matra Sport. Alors explique-nous un petit peu la genèse de ce livre. Alors, la première édition, déjà, elle remonte à 9 ans. Donc, c'était sorti justement à Rétromobile, c'était en 2017. Et à l'époque, j'avais fait quelques livres pour les éditions L'Autodrome, voilà. Et je cherchais un sujet qui soit un peu fédérateur et qui soit traité de façon idéalement assez complète. Et j'avais la chance d'être proche de Jean-Pierre Beltoise et de Jacqueline Sevère. Donc j'avais aidé Jean-Pierre pour son dernier bouquin, qui s'appelait à l'époque Mon album photo. Donc c'était un peu, comme son nom l'indique, c'est un album photo. Et il mettait un petit peu des commentaires. Ce qui était important, c'était les légendes des photos. Et il mettait un petit peu de lui. C'était un bouquin qui n'était pas trop conventionnel. Et à l'époque, Jean-Pierre, qui était déjà un petit peu âgé, commençait à perdre un petit peu la mémoire. D'accord. Et donc je l'ai aidé pour le stimuler et lui permettre de retrouver un petit peu... Les photos ont aidé à faire ça, j'imagine. Alors les photos ont aidé à ça, effectivement, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ses propres archives. Okay. Et je l'aidais à lui dire, mais si... je me souviens à une époque, il me disait, mais Dominique, j'ai jamais gagné à Nogaro, arrête de me parler de Nogaro. Mais je lui dis, mais si, t'as gagné à Nogaro. Mais si, t'as gagné en 72 sur une Chevron. Regarde, j'ai la photo. Une course de proto réservée aux moins de 2 litres. L'écurie, c'était le Ember Racing. Il me dit, mais je me souviens pas de ces gens. Ah, vraiment, même en parlant, il Non. Non, d'ailleurs, il avait la photo et il me dit, Dominique, ça je sais pas d'où ça sort. Wow. C'est de l'IA. Non, pas à l'époque. À l'époque, c'était pas encore de l'IA. Et je lui ai dit, effectivement, tu étais dans cette petite équipe, tu as fait une pige, le Ember Racing, et tu as gagné cette Chevron. C'était en fin de saison, c'était en 72, l'année où il avait gagné à Monaco sur la BRM. Après, alors des charges, les pilotes à l'époque avaient des carrières qui étaient complètement croisées entre les disciplines. Oui. Moi, j'ai plein d'anecdotes pareilles de pilotes plus âgés, on va dire, plus en activité, qui ont des trous de mémoire, mais où tu sais que d'un week-end à l'autre, il passait d'une course de côte à un Grand Prix de Formule 1. Enfin, je caricature, mais non, mais c'est un petit peu ça. Tu vois, les trajectoires à la Pescarolo, X, Jean-Pierre Beltoise, ça m'étonne à peine. C'était un peu, alors je vais le dire dans le bon sens du terme, c'était un peu des mercenaires des sports mécaniques, et ils passaient d'un week-end à l'autre, d'une machine à une autre, d'une discipline à une autre. Et dans le cas de Jean-Pierre, c'était particulièrement frappant parce qu'il a été motard d'abord. C'est souvent pas très bien connu, mais il a eu une super carrière motard. Alors malheureusement, ça s'est interrompu suite à son accident à Reims sur 4 roues, voilà, en 64. Il avait plus le droit il pouvait plus reprendre le guidon. Il s'est explosé le coude gauche. On lui a refait son articulation. Et le professeur, je crois que c'est le professeur Le Tournel à l'époque, il lui a demandé, Jean-Pierre, quel angle du bras souhaites-tu avoir pour que tu sois relativement confortable
au volant d'une voiture, que ce soit un proto ou une monoplace. Ça, c'est la légende, j'adore. Et il lui a montré, et c'est pas une légende. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est un moment légendaire. Enfin, cette anecdote, elle est folle. C'est-à-dire qu'il n'a pas pensé à son bien-être, il a pensé au pilotage. Il a pensé aux performances futures qu'il aurait en fonction de ce handicap. Et après, les gens se sont étonnés. Alors, on fait une petite digression sur Jean-Pierre. Oh là là, on est les spécialistes des digressions. Vas-y, alors là. Mais Jean-Pierre a été très reconnu après pour ses performances sous la pluie. Mais la raison était que sous faible adhérence, son handicap disparaissait tout simplement. Ok. Les trains avant, on commençait à voir les pneus s'élargir sur le train avant, et ça devenait de plus en plus dur pour Jean-Pierre. Donc les années 70, 71, 72, 73, 74... Les voitures étaient moins maniables. Et ça devenait très dur, les efforts sur la direction devenaient terribles. Donc il avait toujours une exigence très importante vis-à-vis des ingénieurs, au niveau de la conception, pour avoir une direction légère. Et quelquefois, il devait faire des choix de pneus, on sait que c'est très important dans la course automobile d'aujourd'hui, pour alléger sa direction, et quelquefois, ça allait à l'encontre des performances de la voiture. Mais il n'avait pas le choix. Et oui, pour tenir. Mais alors, ça complète... non, mais alors, on continue dans la digression, parce que double top digression, attention. Henri Pescarolo m'a confirmé que pour lui, le meilleur pilote était Jean-Pierre Beltoise. Il est très élogieux envers Jean-Pierre. Quand on interroge le management britannique, qui n'est pas souvent très sympa avec les pilotes français de BRM, ils disent, mais si Jean-Pierre avait eu 2 bras, parce qu'en fait, il avait un bras et demi pour être simple. Un peu comme Robert Kubica. Voilà. Clairement, il avait le potentiel pour devenir champion du monde. Mais voilà. Robert Kubica, pareil. Mais c'est dingue. Hein. Alors, il avait un deuxième petit handicap, puisqu'il était déjà un peu avancé en âge, parce qu'il a fait une longue période moto, et qu'il a démarré finalement assez tard. Il a dû partir à la guerre d'Algérie, ça lui a fait perdre 2 ans. Bon, voilà. On ne va pas rentrer dans tous les détails de la bio de Jean-Pierre. Ça devient un épisode Jean-Pierre Beltoise. Oui, c'est vrai. On pourra rentrer un Vitra. On va revenir sur Matra, mais c'est quand même, j'en parle un peu parce que c'est l'un des 2 ou 3 pilotes emblématiques de Matra, avec Henri Pescarolo et Jackie Stewart. François Sever aussi. Bien sûr. Bon, désolé. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. D'oublier François. Tu sais que je voulais te poser la question, justement, est-ce que pour toi, il y a eu 2-3 pilotes emblématiques justement de cette période? Je ne vais pas être très original, mais clairement, si j'en citerais 3, je mettrais Beltoise, Pesca et Stewart. Ok. Parce que, mais là, on parle côté endurance et côté mono. Oui, alors je globalise tout. Et pourquoi non, mais revenons quand même, parce que mais là, on est parti sur la jeunesse du livre, en fait. C'était ça. Oui, c'est pour ça que je suis... Et c'est moi qui te rappelle alors. C'est vrai. Je suis en très grosse digression. Non, d'habitude, c'est Geoffroy. Donc, d'habitude, il est en limite de piste. Il se trouvait aussi, alors là, c'est le hasard de la vie, que Jean-Pierre habitait à quelques centaines de mètres de chez moi. Ok. Donc quand il préparait son dernier bouquin, voilà, j'allais déjeuner. Jacqueline me faisait un pot-au-feu, voilà. Très bien. Bon, je vous raconte tout. C'est bien. Très bon son pot-au-feu, voilà. Et donc j'étais invité chez eux et on avait toutes les photos sur une table et puis voilà, on ressassait, on essayait de se remémorer tous les souvenirs liés à ces courses-là. Donc voilà, on a préparé ce bouquin-là. Oui. Et donc, assez naturellement, je me suis dit, voilà, Matra, c'est quand même un super sujet. Bon, moi, je suis né en 61. Alors, je suis pas... vous voyez, quand Matra a commencé, véritablement, c'était en 65, en Formule 3. Bon, je ne vais pas vous dire qu'à partir de 4 ans, je suivais les courses. C'est pas tout à fait vrai. Mais vraiment, dès la fin des années 60, j'étais déjà piqué par Matra, et puis après, bien sûr, j'ai suivi les débuts des années 70, une période plus sport proto, et c'était vraiment très sympa. Donc je me suis dit, Matra, c'est le bon sujet. Génial. Voilà. Tu vois, franchement, on est déjà dans l'épisode, c'est parfait. Donc, au sommaire de notre épisode. Pardon, il y a le sommaire maintenant. Oui, on a oublié le sommaire. On s'en fout, là, on est parti. Non, mais on va revenir sur les stands de Matra, mais évidemment, comme on est l'Endurance Club, plutôt côté endurance, mais on va pas oublier non plus la genèse aussi du projet Matra, qui était d'être aussi en Formule 1 et d'être champion en Formule 1, champion en endurance aussi. Donc on va peut-être revenir sur les premiers pas, sur le choix du Mans aussi à un moment donné, les moteurs. Moi, je voudrais qu'on parle des moteurs parce que là, tu as un spécialiste, Philippe Coblence, avec qui tu as pu écrire cette deuxième version, bien sûr, qui a été donc très important à ce sujet-là. Et tu replaceras un petit peu dans le contexte qui est Philippe Coblence, les victoires, les titres évidemment, et puis la conclusion assez abrupte finalement, parce qu'on se faisait la réflexion, Geoffroy. Matra, c'est quoi? C'est 10 ans? C'est une étoile filante? C'est une période de temps assez réduite. Ouais. Alors rentrons dans le vif du sujet. je vais clairement, moi, me positionner en disant que, évidemment, j'ai pas vécu cette période à l'époque. Pour l'avoir découvert donc après, ce qui est marrant, c'est que je trouve que ça prend une place dans le cœur des passionnés d'endurance, français encore plus, importante. Et effectivement, quand tu vois, c'est très ramassé comme période de temps. C'est vrai.
Mais il y a un... L'école Victoire. Mais il y a un culte qui est lié au V12. Il y a un culte aussi lié aux pilotes, comme tu l'as dit, les personnalités. Donc Henri Pescarolo, évidemment, légende des 24 heures du Mans. François Sever, parti trop tôt. Enfin voilà. En fait, il y a un côté romantique. Vous voyez le sens du mot. Hein. Le manager également. Ouais, c'est ça. Jean-Luc Lagardère, ça a compté beaucoup. Ouais, aussi. c'est ça. Il y a un côté presque romantique au sens. Il y a un décor. Enfin, il y a tout un faisceau d'histoire. Je trouve ça incroyable. Et moi, je l'ai découvert comme ça, tu vois, via le prisme historique, en voyant des Matra rouler au Mans classique, par exemple, où là, j'ai commencé à m'intéresser. Et je trouve ça fou, la place que ça a pris, et l'héritage que ça a donné. C'est ça qu'il faut qu'on évoque aussi. Bien sûr. L'héritage que ça a donné au sport automobile français. Après, il y a eu quoi ? Il y a eu Ligier, en fait, qui a découlé un petit peu de Matra. Ligier a démarré avec un moteur Matra. Ouais, c'est ça. Voilà, 1976, la Ligier JS1, c'est une Ligier avec un V12 Matra. Non, mais on néglige ça, mais c'est vrai que dans le podcast de Trajectoire, enfin, un des deux avec Henri, il m'expliquait quand même que ce projet-là avait fait finalement naître des carrières de pilotes, quoi. Oui. Et je pense que les grands constructeurs français, donc dans les artisans constructeurs, il y a eu Ligier, mais les grands constructeurs comme Renault, Peugeot, qui sont investis dans différentes disciplines, qui ont réussi au plus haut niveau mondial, je pense que ça s'est nourri un peu du succès de Matra. Parce qu'on sortait d'une période très longue sans grand succès. Parce que c'était quoi, Bugatti avant Talbot. Victoire au Mans, je veux dire, j'entends. Alors, je dirais que dans les marques, la dernière marque qui avait compté, c'était plutôt Gordini. Oui. Voilà, c'était plutôt Gordini. Mais on a eu une longue période. Bon, il y avait une victoire à Reims de Jean Bérat, qui avait battu les Ferrari, notamment celle d'Ascari. Bon, voilà, ça avait très compté, mais c'est coulé beaucoup d'années avant qu'on retrouve véritablement, on va dire, un drapeau français vraiment placé dans les grandes courses internationales. Et Reims 65 en F3, on se dit, mais c'est simplement une course de F3. Mais pourtant, ça a été le point de départ, ça a été le point d'origine, vraiment du succès de Matra et du renouveau de Matra. Du renouveau des sports mécaniques en France. Mais ce qui est dingue quand même, et j'imagine que tu l'évoques dans le livre, les origines, c'est quand même pas du tout un constructeur automobile, quoi, Matra. Non, c'est pas un constructeur automobile, mais alors je vais pas refaire tout l'historique de Matra, parce que Matra a été créé en 1941 par Marcel Chassagnier. D'accord. Voilà. Alors dans le bouquin, on remonte même sur les origines aéronautiques de Matra, et on remonte jusqu'en 1917. Ah, intéressant, ça je connaissais pas. Les avions Adolphe Bernard. Voilà. Bon, alors on va pas rentrer dans. Ce sera l'épisode 200. On fera Aéroclub. On va pas rentrer dans les avions en 1917. Mais voilà, ça a démarré en 1917. Non, c'est intéressant. Et il y a une reprise d'un certain nombre d'actifs, et notamment de l'usine de la Courneuve, des avions Adolphe Bernard. Et Marcel Chassagnier a créé ce qu'on appelle la CAPRA. Voilà. Non, compagnie anonyme, pardon. Oui, à l'époque, il mettait les. Oui. De production et de réalisation aéronautique. Voilà, c'est la signification de l'acronyme. CAPRA, qui s'est transformé en Matra en 1941. D'accord. Et donc, en pleine Deuxième Guerre mondiale, et Matra a démarré à ce moment-là. D'accord. Et là, on est en 1941, et il y avait une migration en zone libre, et Matra est né à Pau, à cause de la présence des Allemands. D'accord. Voilà. On s'est retrouvé en 41. Voilà. Et alors, comment Matra, parce que je sais pas si tu avais la question, mais moi je la pose, mais se retrouve vers Romorantin et en région parisienne, quoi. Alors, est remonté après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Alors, puisqu'on est sur la Deuxième Guerre mondiale, j'ai quand même une anecdote sympa que je voudrais donner. Voilà, anecdote Deuxième Guerre mondiale. Voilà, parce que ça, c'est pas connu. Ça, c'est pas connu. C'est bien sûr dans le bouquin, voilà, mais ça, c'est pas connu. Général Patton, ça vous dit quelque chose? Tout à fait. Voilà, général américain, commandant la 3e armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, il doit franchir le Rhin. Bon, tous les ponts ont été détruits, et c'est un vrai problème. Le Rhin, c'est un fleuve très très large. Et là, il n'était pas question de faire des ponts un peu de fortune. Voilà, ils étaient quand même défendus par les Allemands. Et donc, les Américains ont dû utiliser des barges. Et parmi les fabricants des barges, Matra. Donc ça, c'est pas trop connu. Matra a fabriqué des barges, voilà, et a participé sous cet angle-là un petit peu à la bonne fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que moi, l'anecdote que j'avais, en tout cas, c'est qu'il y avait évidemment des missiles qui faisaient aussi partie de Matra, et donc d'où ça c'est venu un peu après. Voilà. Les casques et la couleur des casques. Voilà. Bon, alors effectivement, ça c'est après. Mais voilà, ça, je tenais à parler de cette anecdote parce qu'elle n'est pas connue, et donc Matra était aussi un fabricant de barges. que ne fabriquait pas Matra. Voilà. Donc après, il y a eu la partie aéronautique qui s'est assez orientée. Alors il y a eu des projets d'avions, des projets d'hélicoptères, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais il y a eu aussi effectivement une orientation vers l'armement.
Voilà. Des missiles très, très performants, dont certains achetés par l'US Air Force. D'accord. Donc c'était pas seulement installé sur les Mirage, mais c'était installé également sur les Lockheed Martin ou sur d'autres avions de l'US Air Force. Je comprends mieux pourquoi Henri Pescarolo est très lié à Matra, parce qu'il adore évidemment l'aéronautique. Ben voilà. Alors je vais parler de 2 missiles, parce que après on parlera voiture, je vous promets. Mais on est là pour ça, c'est l'Endurance Club. Voilà, petite Durandal, ça vous dit quelque chose? Oui. Voilà. Bon, la chanson de Roland, l'épée qui arrive à fendre la roche. C'était ça, Durandal. Oui. Voilà. Et donc, ils ont donné le nom à un missile, et ce missile, il servait à perforer les pistes d'aviation. Et c'est ce missile-là qui était beaucoup acheté par l'US Air Force. D'accord. Donc, ça a contribué à la crédibilité un petit peu, y compris chez les Américains, de Matra en tant que missilier, puisque c'est le nom qu'on emploie. L'autre missile dont je veux parler, parce que là, il y a un lien avec l'automobile, on va refaire un lien avec l'automobile, c'est le R530. Alors, R, c'était pour Robert, parce que c'était l'ingénieur qui développait, qui était un peu en pointe chez Matra, et donc on utilisait son diminutif, voilà, c'est la première lettre de son nom pour qualifier ces missiles. Donc le R530, c'est lui qui a donné à la première Matra de série, la première vraie Matra. Tout à fait. La Matra 530. Donc ça vient... La numérotation, la logique de la nomenclature vient de là. On a repris le nom de nomenclature de ce missile-là. Voilà. D'accord. Bon, on va pas aller plus loin sur les missiles. Non, mais du coup, ça explique quand même le nommage des voitures tire une origine de l'histoire passée de Matra. Mais donc, il y a une vraie filiation. On a parlé des avions Adolphe Bernard. Ça déjà. De toute façon, je te dis, ça va s'appeler la Masterclass Matra. Parce que c'est génial. Non, mais ça, déjà, on te réinvitera. Non, tout ça, vous retrouvez ça dans le bouquin. Évidemment, bien sûr. J'en dis pas trop parce qu'il faut quand même que vos auditeurs s'intéressent au bouquin. On rappelle quand même que Matra Sport, tiens d'ailleurs, avant de revenir sur la genèse, on va y arriver, mesdames et messieurs, sur la genèse du projet Matra. Combien de pages fait-il? Combien de détails on peut retrouver? La première édition faisait environ 360 pages et la deuxième édition qui vient de sortir, elle en fait près de 500. Énorme. Donc il y a eu une forte augmentation avec une part moteur non négligeable. Donc là, on peut peut-être parler de Philippe. Bien sûr. Philippe Coblence. Philippe Coblence, qui est le deuxième auteur de cette deuxième édition. Et Philippe, alors quelques mots sur Philippe, il a été motoriste chez Matra. Ouais. Est-ce qu'il a connu le V12? Non, je crois pas. Alors il n'a pas connu le V12, effectivement, il est arrivé après. Il a travaillé avec un garçon qui s'appelle Bruno Vincent Genot, qui était le chef de projet V6 Turbo. Donc la réglementation était en train de changer. Jacques Lafitte avait fait une magnifique saison en 1982, avait frôlé le titre mondial avec sa Ligier à moteur Matra V12. C'est vrai. Voilà. Et il a été, on peut en revenir dessus, mais bon, je sais que c'est de la monoplace, mais il a été très très proche du titre. Et après, l'idée c'était effectivement de lancer le V6 Turbo. Ça aurait pu être sur une Ligier, mais ça aurait pu être aussi sur une Williams. Patrick Head, le CTO de Williams, avait un avis très favorable sur le V6 Turbo. C'est pour ça que Philippe Coblence tout à l'heure m'a parlé de Patrick Head. Et ça s'est joué entre le V6 Honda et le V6 Matra. Mais de toute façon, compte tenu du rapprochement Renault-Matra, et comme il y avait déjà un V6 Renault Turbo, du point de vue de la régie, à l'époque c'était la régie nationale, il n'était pas question d'avoir un moteur directement concurrent au Renault. À l'équipe Renault. Donc de toute façon, malheureusement, il était condamné. Donc résultat, il n'a jamais été installé dans un châssis, même pour faire des tests. Alors si vous allez au musée Matra, vous allez le trouver accolé à une voiture, mais ça a été fait récemment dans le cadre... La greffe est récente. La greffe est récente et c'est pas un modèle historique. Voilà. D'accord, intéressant. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une riche histoire et c'est pour ça qu'on encourage tout le monde à aller se renseigner sur Kokobé Édition et retrouver donc cet ouvrage. J'ai une grosse tendance aux digressions, vous l'avez noté, mais je vais revenir sur la question de l'origine. Donc je reviens sur Philippe Coblence. Oui. Donc Philippe, il a connu effectivement cette période-là et il a bossé sur le V6 Turbo. D'accord. Après, bon, il a eu différentes fonctions, mais je m'arrête aux 2 fonctions essentielles en regard avec les sports mécaniques. Il a bossé avec Bernard Dudot sur le V10 au Renault. Champion du monde. Voilà. Waouh. Multiple champion du monde de F1. Et ça a été... il a été... Alors bien sûr, c'est toujours un travail d'équipe. Donc bien évidemment, il y a toute l'équipe Renault qui a bossé dessus. Mais il a été quand même un élément tout à fait clé pour le développement du V10 Renault. Et donc, c'était le candidat idéal pour toi? C'était le candidat idéal. Je précise d'ailleurs qu'il avait fait un bouquin sur le V10 Renault, mais qui n'est pas connu du public, parce que c'est un bouquin à usage interne, qui est connu des gens qui sont chez Alpine ou chez Renault.
qui en ont bénéficié, puisqu'il y a eu une diffusion strictement interne. Bon, j'ai eu la chance de l'avoir. D'accord. Voilà, parce que amicalement, il me l'a donné. Mais il avait déjà fait un livre donc sur ce moteur-là. Voilà. Alors, on s'est rencontrés à Romorantin avec Philippe. Et Romorantin, voilà, lieu historique de Matra. Donc, il y avait l'usine qui a fabriqué, y compris, je le précise, pour les gens qui s'intéressent au Renault de série, les 3 premières générations de l'espace. Oui. Voilà, l'Avantime ont été produits à Romorantin. D'accord. Voilà. Bon, après, ça a filé à Sandouville, voilà, dans une usine Renault bien connue, à partir de la 4e génération. Mais voilà, les 3 premières générations d'espace, la 3e qui a eu un gros succès, c'était quand même produit chez Matra. Donc c'était une production Matra. Je ne sais pas si tu as précisé cette deuxième mission. Enfin, tu nous as parlé, tu nous as dit qu'il avait eu 2 rôles, travailler sur le V10 et... Alors, c'est moi qui n'ai pas suivi. Alors, il y avait sur le V6. Il y avait le V6 Turbo chez Matra et le V10. C'est moi qui ai bouffé la commande. Et le V10 chez Renault. Okay, Après, je peux vous dire qu'il a bossé aussi sur les DCI 130 et 160 chevaux Renault, mais je ne sais pas si on va s'étendre sur le sujet. Mais c'est ça qui est incroyable dans la Mégane. Cela dit, c'est intéressant de le savoir parce qu'on pourrait penser qu'un ingénieur moteur est spécialisé en compétition et qu'il soit inapte pour faire un moteur de série, mais là, à cette époque, c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est différent, je pense. C'est très cloisonné. Mais à l'époque, les ingénieurs motoristes étaient très polyvalents. Voilà. Donc on retrouve énormément de pages, donc c'est une seconde édition. Alors il y a une centaine de pages et donc bien sûr, Philippe, même s'il a travaillé sur le V6 Turbo et pas sur le V12, par contre il a retrouvé tous les gens malheureusement je vais dire encore en vie. Oui. Voilà, un Georges Martin qui était le patron du département moteur nous a quittés, bien sûr. Voilà, un Jean-François Robin nous a quittés. Bon, mais il a retrouvé beaucoup de gens qui ont travaillé sur le moteur Matra et donc il s'est nourri clairement des témoignages de ces gens-là, mais aussi des documents. Et donc on retrouve d'ailleurs, tiens, tu vois, ça me fait penser, dans ce bouquin, on ne trouve pas que de l'iconographie ou du texte, on retrouve aussi des témoignages écrits ou des croquis, quoi. Exactement, des croquis, mais aussi pour ceux qui sont passionnés de mécanique, des plans. Ouais. À l'époque, les plans, il n'y avait pas de CAO, DAO, ça n'existait pas. Voilà. C'était la planche à dessin. Wow. Et ce qu'il faisait, c'était magnifique. Et c'était à main levée sur la planche à dessin. Donc une planche à dessin, pour ceux qui n'ont pas connu ça, c'est une grande planche en bois, inclinée. Voilà, très inclinée. Voilà, très inclinée. Bon, on a quelques instruments de base et on fait ces plans comme ça. Et on y va comme ça. Et on faisait des plans magnifiques. Et c'est les plans qui servaient, bien sûr, après pour la fabrication. Enfin voilà, c'était quelque chose d'essentiel. Bon, c'est bon, il m'a convaincu, je l'achète. Ce qui est beau dans le bouquin, c'est qu'il y a des... Là, on l'a devant nous, ouvert à une page où il y a par exemple des carnets de notes. J'adore. Moi, je fais une mini-digression, j'en ai pas fait. Non, mais j'adore parce que moi, c'est un des trucs qui m'a sensibilisé au bouquin de bagnole, qui m'a fait devenir l'acheteur compulsif que je suis. J'ai un bouquin sur Le Mans, j'en ai déjà parlé, sur Le Mans 59 par Stirling Moss, où en fait, à l'intérieur, alors, beaucoup moins bien fait que ton livre évidemment, mais il y a une double page dans laquelle on retrouve réécrit les notes de l'équipe sur l'organisation pour aller au Mans. Mais ça va jusqu'à quelle voiture va prendre quel pilote par la route, à quelle heure il va arriver, etc. Et en fait, tu as une espèce de reproduction du document d'époque. Et je me suis dit, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un bouquin. Tu vois, tu as l'histoire qui est racontée, évidemment, mais à un moment, je me suis arrêté sur cette double page. Et il n'y a pas grand-chose à lire, il y a quelques éléments, mais en fait, je m'y voyais, quoi. Enfin, j'avais l'impression de faire le voyage avec eux. Je te jure, ça donne des frissons. En fait, j'ai adoré ce bouquin. Et là, je retrouve ça. Enfin, là, il y a des croquis, c'est juste incroyable. C'est important d'avoir des documents de travail d'époque parce que... Non, mais ça nous plonge dans l'histoire, surtout. Bien sûr, on essaie toujours de présenter le contexte puisqu'on est sur un sujet historique, donc il faut présenter des éléments de contexte. On ne peut pas seulement faire un texte linéaire qui décrit tout ce qui s'est passé, puis agrémenter ça de belles photos. Il faut absolument présenter le contexte. Et le mieux pour présenter le contexte, c'est s'appuyer sur une documentation qui était utilisée à l'époque. Donc une nomenclature pour si on parle du moteur, mais effectivement tu l'as dit, des carnets de notes, des mécanos, des techniciens qui étaient présents lors d'essais. On parlera peut-être tout à l'heure puisqu'on s'intéresse plus au sport prototype sur les essais des 24 heures du Mans. Et là, les relevés de température, etc. Enfin, incroyable. Mais on retrouve des notes manuscrites. Et elles n'ont pas toutes été perdues. Et comment tu t'es débrouillé? Alors, tu vois, je me viens à cette question. T'as des contacts, évidemment, j'imagine, mais waouh, pour avoir accès à ces archives-là, quoi. Alors, c'est vraiment le principe du réseau. Ça ne va pas être très original, mais vous rencontrez quelqu'un qui vous fait rencontrer quelqu'un qui vous fait rencontrer quelqu'un.
Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le net, mais si ce n'est que là, moi je le faisais à l'ancienne. Oui. Voilà, En envoyant des courriers. peut-être pas en envoyant des courriers, mais voilà. Non, mais je vois bien. Des coups de fil, Facebook a dû débloquer des situations. De l'email, et voilà. Et comme ça, moi-même, parce que ce qu'il faut que les personnes comprennent bien, c'est que la motivation pour faire un bouquin, déjà, en fait, on veut apprendre soi-même. Oui. C'est ça l'objectif. Le premier objectif est très égoïste. Voilà. On est passionné par un domaine, on veut en savoir plus. Donc on interroge des témoins de l'époque, on découvre des documents de l'époque, on tire des ficelles et puis on avance de cette façon-là, de façon très empirique. Mais c'est comme ça que se fait on fait une collecte ou une collation de documents, d'informations, de photos. Ton média à toi, là, ça a été de faire un livre. Comme d'autres, ça va être de faire un reportage, un film, un documentaire. Voilà, exactement. Ouais, non, mais ça se voit. Hein. Donc ça s'étale sur plein d'années. Et donc, je reviens sur Philippe. Il a procédé de la sorte également. Il a approfondi ce que j'avais moins approfondi dans la première édition. Et lui, il a fait un vrai approfondissement, notamment technique. Ce qui est très intéressant dans sa partie, c'est qu'il explique les choix techniques. Alors bien sûr, il y a les caractéristiques pour les passionnés. Il y en a pour tout le monde en fait. Qui veulent savoir quel est le diamètre de la soupape ou que sais-je. Voilà. Donc il y a toutes ces données-là. Mais ce qui est important, c'est à une époque donnée, on avait telle réglementation. On prend une orientation. On avait plusieurs choix techniques en face de nous. Pourquoi s'est-on orienté sur tel ou tel choix? Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il est repassé justement, enfin en tout cas est-ce qu'il a lu ce que tu avais proposé? Est-ce que vous avez eu un échange dans cette seconde édition? Alors déjà, avant qu'on se connaisse, il avait acheté la première édition il y a 9 ans, donc il connaissait mon bouquin. Et puis on avait une deuxième passion avec Philippe. C'était pas seulement Matra, mais on est des fans. Alors ça montre qu'on est vieux, hein, vous allez voir. On était fans de Jim Clark. Ah ouais. Oh, je connais quelques-uns, je voudrais que je en parle. Voilà. Nicolas. Alors Jimmy Clark, pour nous, c'est notre idole. C'est notre idole. Moi, j'ai fait un bouquin sur Jim Clark en France parce que c'est mon idole. Et là aussi, on avait échangé. Philippe m'avait filé quelques photos. Il était au Grand Prix de France 67 au Bugatti. Et il y a quelques photos que j'avais reproduites dans ce bouquin. Bon, bref, voilà, ce sont ces deux liens qui nous ont rapprochés. Non, mais intéressant. Et après, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, le premier bouquin était épuisé. Voilà, était épuisé assez rapidement. Donc je m'étais dit, je ne ferai une deuxième édition que si j'arrive à faire des compléments significatifs. Parce que sinon tu avais peur en tant qu'éditeur, là j'entends, de faire une édition mais que ça se vende pas aussi bien que ça. Oui, il y a cette dimension-là, mais aussi à titre, on va dire, d'intérêt personnel, je voulais vraiment que la deuxième édition apporte un vrai plus par rapport à la première. Tu t'es surpris justement à aller loin dans des détails des fois et à obtenir des choses que tu n'aurais peut-être pas imaginées au début du projet? Oui, tout à fait. L'anecdote là tout à l'heure des barges du général Patton, quand j'ai rédigé la première édition, je ne connaissais pas ça. Voilà. Intéressant, d'accord. Voilà. En même temps, on t'excuse. Hein. Bon, je crois que j'étais pas le seul. Hein. Oui, je crois aussi. Je ne dirais pas plus. Mais donc on n'arrête pas d'apprendre, même sur un sujet qu'on essaye de développer le plus possible. De toute façon, on a toujours des choses à découvrir. C'est ça qui est très sympa. Hein. Bon, c'est le principe de tout sujet historique. Oui, j'aime bien l'approche. On a toujours l'image de l'iceberg, elle est toujours très bonne. Hein. Donc il y a la partie émergée puis la partie immergée. La partie immergée est toujours importante. Donc on essaye de faire en sorte que la partie immergée soit la plus petite possible quand même. Mais il en reste toujours une. Ah mais tout à fait. Donc il y a toujours des choses à découvrir. Ce qu'on voit aussi, et après promis, on entre dans le vif du sujet avec Matra. Non mais c'est super intéressant parce que ce qu'on voit aussi, c'est que la maison d'édition Kokobé, comme d'autres maisons d'édition qu'on peut côtoyer ici à Rétromobile dans le cadre du rendez-vous des éditeurs, c'est que on va loin et c'est vraiment la qualité avant tout. Je veux dire, on se met pas de barrière. C'est pas il faut sortir le livre à telle date. Non, on cherche et une fois qu'on est prêt, on sort le livre. Bon, à un moment, je vais être franc avec vous. À un moment, j'ai dit à Philippe, on se borne à 500 pages. D'abord, le bouquin sera trop lourd. Le bouquin fait 3 kilos. Bon. Nos lecteurs sont souvent... il y a des jeunes, fort heureusement. Honnêtement, je pense qu'il y a des jeunes et il y a vraiment pour tout le monde. Il y a des jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes. Il ne faut pas s'en cacher. Et là, je me suis dit, au-delà de 3 kilos, ça va tomber des bras. C'est pas possible. Ça va tomber de l'étagère Ikea. Bon, d'accord. Voilà. Donc, on s'est fixé cette petite limite. Voilà. Très bien. Merci de l'avoir expliqué. Je t'en prie. Geoffroy, on va entrer. Ça y est. On peut. Dans le vif du sujet. Mais oui. Non, je sens. tout calme. Il veut parler proto. Il veut parler. Calme. Il veut parler 24 heures du Mans. Il veut parler. Voilà. Je le sens. On le sent tous arriver. Alors que moi, la monoplace, ça me plaît bien. Mais bon, on en parlera. Moi, j'aime tout. Donc, je suis prêt à parler de tout ce qu'on veut. On va évoquer. Et j'aime toutes les périodes. Donc, j'aime aussi les origines de la course automobile. Donc, voilà. Ah, génial. Voilà. Bon, alors
jusqu'aux années, allez, on va dire jusqu'aux années... jusqu'au début des années 80, je suis voilà. Après, je suis voilà. C'est un peu voilà. Après, je vous passe le relais. Bon, d'accord. C'est normal. Oui, parce que moi 80-90 j'aime bien. Mais bon, il y a des choses que j'aime bien quand même. Hein. Bon, voilà. Tu me rassures. Le Vélis Renault par exemple. Voilà, exactement. Matra et l'automobile. Oui. Comment Jean-Luc Lagardère a cette idée-là? Pourquoi l'automobile? Est-ce qu'il était passionné? Est-ce que tu l'as su? Est-ce que justement on a une explication de ça? Alors déjà, avant Jean-Luc Lagardère, il bossait chez Dassault Aviation. Donc lui aussi, il a une origine aéronautique, ingénieur Supélec. Voilà. Mais donc, quand il est arrivé chez Matra, on était déjà engagé sur la branche automobile. Bon, alors après, je ne vais pas raconter toute la genèse du rapprochement entre René Bonnet, les automobiles René Bonnet, et puis Matra. Mais voilà, déjà, Marcel Chassagny, qui est le fondateur, avait enclenché sur la partie automobile. Oui, ils sont pas partis d'une feuille blanche, ils ont d'abord racheté. Voilà. Et donc la toute première Matra qui a reçu, alors le label Matra, elle n'était pas de conception Matra parce qu'il y a conception René Bonnet, c'est le fameux Jet. Ah d'accord, voilà. Matra Jet, ok. Matra Jet, DJET. DJET, mais qui après a changé de nom. On est passé de Jet DJET à Jet JET, du Jet 5 au Jet 6 pour des raisons de droit des marques. Bon, alors là, j'ai pas plus approfondi, mais il a fallu, parce qu'il y a eu quand même quelques litiges, et donc il a fallu que Matra change un peu le nom du modèle. D'accord. Voilà. C'est pour ça que le D, quelquefois les gens se posent la question, mais le D a été abandonné entre le 5 et le 6. Voilà. Mais au départ, pendant une période très temporaire, on a eu une Matra Bonnet avant d'avoir eu véritablement une Matra, mais la première vraie Matra, projet lancé en 65 et sorti en 67, c'est la 530. Voilà. D'accord. Et alors, assez rapidement, on a monoplace et voiture d'endurance, ou en tout cas voiture sport proto. Double orientation. Quoi. Alors, les tout premiers projets, Matra Sport a été créé fin 64, en octobre 64. Donc là, on a Lagardère qui arrive. Et petit détail, Matra Sport, c'est sport avec un S. Oui. C'est vrai. C'était pas censé être seulement le sport automobile. Ah. Ben oui, c'est pour ça qu'il y avait un S. C'était censé être quoi Donc, le motonautisme était aussi une piste. D'accord. Voilà. On se laissait des opportunités en tout cas. Voilà, on s'ouvrait des opportunités. Et donc, il y a eu un premier projet d'un bateau. Bon, je ne vais pas rentrer trop sur le projet bateau. Il y a eu le projet, ont été lancés à peu près en même temps, le projet de la MS1, qui est la première Formule 3. Voilà. Et puis, le projet qui a été lancé en 65 aussi, donc de la 530, modèle de série. Donc, dès le départ, la série et la compétition ont démarré en même temps. Et oui. La compétition est lancée pour promouvoir les voitures de série et aussi pour promouvoir l'image de Matra Global. Enfin, c'est quoi ça? Oui, alors l'idée, c'était vraiment de capitaliser sur le savoir-faire aéronautique. C'est ça. Mais aussi, alors bien sûr, montrer l'excellence. Il y avait le transfert de technologie, mais il y avait aussi l'image très très forte de l'aéronautique. Oui. Et l'image de Matra était vraiment... C'était une entreprise en fait de taille relativement moyenne à une certaine époque, avant de devenir quelque chose de plus international, au moins au niveau européen. Mais voilà, il a fallu quelques années pour arriver à ça. Je me trompe si je dis qu'il y a aussi une volonté d'avoir une image patriotique, enfin ce côté porter les couleurs françaises. Alors la dimension nationale a été très importante chez les fondateurs. Donc il y a eu Marcel Chassagny, il y a eu Sylvain Floirat et Jean-Luc Lagardère quand il a intégré Matra, il était effectivement très très piqué par cette dimension nationale et c'est porter la voix de la France. Il y avait une vraie frustration quand même. On sortait d'une longue période de disette en termes de compétition. Parce que tout à l'heure j'ai sorti Talbot, parce qu'en fait la dernière victoire au Mans, c'est Talbot-Lago, c'est 50. C'est Talbot. Oui, c'est vrai. Là, on parlait globalement tout à l'heure. Avec la famille Rosier. Ouais, en 50, c'est ça. Donc, au Mans, ça commençait à faire longtemps qu'il n'y avait pas eu de victoire française. Non, puis les marques, voilà, que ce soit l'après-guerre, les marques françaises ont beaucoup souffert. Bah, étaient dans les petites catégories. Et que ce soit Bugatti ou Talbot-Lago, on était quand même sur une pente largement descendante. Oui, non. Alors, il y a eu une tentative qui s'appelait la CTA Arsenal. Alors là, je vais pas rentrer dans le détail. Par contre, je vais citer un livre. Voilà, c'est un livre de Sébastien Forest de Coulanges, qui est très connu dans l'édition automobile parce qu'il a fait plein de bouquins intéressants sur l'histoire de l'automobile. Et il a fait un bouquin sur la CTA Arsenal. Donc je renvoie à nos auditeurs au livre de Sébastien Forest de Coulanges sur la CTA Arsenal. Mais c'était une première tentative d'avoir une Formule 1
française, véritablement nationale, etc. Tiens, tu parles de Formule 1. Est-ce que tout de suite dans Top, une l'idée, question. non, c'est pas ça. Est-ce que dans l'idée, on avait pour Jean-Luc Lagardère et toute l'équipe Oui. Matrasport l'envie d'aller en Formule 1, de gagner en Formule 1, ou est-ce qu'on avait l'envie de gagner en Formule 1 et en sport proto, vraiment comme tu nous l'as dit avec le Matra Sport avec un S quoi. Alors, très franchement, Jean-Luc Lagardère, il était hyper ambitieux. Il voulait gagner à un terme, mais un terme relativement court. Il voulait gagner en Formule 1, il voulait gagner en sport proto, et bien sûr, il voulait gagner au Mans, puisque c'était l'épreuve phare des sports proto. Léger comme ambition, quoi. Donc, c'était pas l'un ou l'autre, c'était tout. Et il l'a fait. Donc, il ne voulait rien exclure, et tout était prévu. Et d'ailleurs, quand on regarde la programmation de sortie des premiers protos ou des premières monoplaces, on va dans ce sens-là. Alors, pour la monoplace, il y avait un schéma d'apprentissage qui était assez évident. On démarrait par la F3, on continuait par la F2, et puis après, on enchaînait sur la F1. Et pour les sports proto, c'était un peu la même chose. On a démarré avec des 2 litres. Et notamment, on a utilisé un V8 BRM 2 litres. Voilà, qui 66-67. Voilà. Ouais, j'ai révisé mes classiques. Très bien. Bon, on a utilisé aussi des gros V8 Ford. Mais de toute façon, l'idée était d'avoir un moteur Matra, le fameux V12. Et ce moteur devait servir à la fois les Formule 1 et les sports proto. Ah, voilà. C'est ça, il y avait une mutualisation. C'était la formule des 3.5 des 905 avant l'heure, quoi. Le rapprochement technique. Oui, c'est vrai. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y avait cette progression voulue, mais progression aussi pour les pilotes, parce que les nouvelles recrues, finalement, n'étaient pas très connues du grand public. Tu as tout à fait raison, parce que comme Matra débutait, et puis en Formule 3, c'était quand même une formule, je ne vais pas dire de débutant, mais il n'y avait pas... à l'époque, il n'y avait pas encore... Il n'y avait pas de karting. Alors le karting, c'était... il y avait un peu de karting. Jean-Pierre Josso a démarré par le karting, par exemple. Jean-Luc Terrier, pilote de rallye, il a débuté par le karting. J'ignorais, d'accord. Juste pour une petite information pour les gens qui s'intéressent, Ronnie Peterson, immense pilote, il a été battu par Jean-Luc Terrier en karting sur certaines courses. De ce qu'on m'a dit, Jean-Luc Terrier était un pilote exceptionnel. Bon, pilote extrêmement polyvalent, l'un des plus doués de sa génération, incroyable. Bon, voilà. Après, il a eu un destin malheureusement qui a été contrarié. Mais un pilote formidable. Bon, je referme la parenthèse, c'était pas un pilote Matra, donc vous me réinviterez pour parler de Jean-Luc Terrier. Avec grand plaisir. Et les pilotes Matra, alors du coup, tous n'étaient pas très jeunes. C'est pas tout à fait vrai si je dis ça, mais par contre, certains ont vraiment évolué. Le pilote le plus expérimenté, en fait, il y avait Eric Hoffenstadt. Alors lui aussi qui est passé par la moto. Tout à fait. Comme Jean-Pierre Beltoise, voilà. Eric Hoffenstadt, Jean-Pierre Josso qui avait déjà une expérience de la Formule 3. Et puis le petit nouveau, c'était un peu Jean-Pierre Beltoise. Alors il avait disputé quelques épreuves, malheureusement ça lui a coûté son coup de gauche à Reims en 64, voilà, sur une René Bonnet. Mais on pouvait le considérer comme en tout cas un débutant de la monoplace. D'accord. Et donc pas d'Henri Pescarolo tout de suite, pas de pilote, Non, Henri Pescarolo n'était pas très loin. Il avait disputé la Coupe des Provinces sur des Lotus 7. Et Henri, il a été un petit peu pénalisé parce qu'il était grand. Et donc, il ne rentrait pas dans la MS1. Ah, c'est la raison. D'accord. Donc, on a fait plus tard une MS2, donc voilà, empattement allongé, pour que Henri puisse placer sa grande carcasse. Oui, il m'a raconté justement que c'était fait autour de lui. Bon, c'est bon, ça corrobore. Bon, c'est jamais un avantage d'être grand, particulièrement en monoplace. En proto, ça va. Enfin, en tout cas, c'est moins pénalisant. En rallye, c'est moins pénalisant aussi, mais en monoplace, c'est quand même très pénalisant. Voilà. Et Eric Hoffenstadt, pour la petite anecdote, est assez rapidement sorti du processus Matra, en fait. Oui, alors il s'est pris la tête avec le directeur sportif qui avait nommé Lagardère. C'était un ancien rallyman d'ailleurs. D'accord. C'est Claude Le Guézec. Oui. Voilà. Et ça a frité très vite entre Eric Hoffenstadt et Claude Le Guézec. Et donc, il s'est fait virer tout simplement par Le Guézec. Et ça laissait une place à Henri. Alors oui, ça laissait une place quand la monoplace était prête, quand la MS2 était prête pour lui. Voilà. Donc là, les débuts, donc monoplace. Mais effectivement, ils étaient relativement tous, on va simplifier, ils étaient relativement débutants. Voilà. Et ils ont progressé au fur et à mesure. Ils ont progressé en même temps, et c'est ça qui est incroyable, c'est que ce sont les mêmes pilotes qui ont fait F3, F2, F1, Sport Proto. Et voilà, j'allais le dire justement, c'est qui est inenvisageable aujourd'hui. J'ai pas d'autres exemples comme ça, en tout cas dans la compétition moderne. Si on monte plus loin, il y en a certainement, mais dans la compétition moderne, j'ai pas cet exemple-là. Avoir une filière intégrée au sein d'un même constructeur qui fasse les deux. Non, c'est vrai. Donc il y avait une dimension très familiale, on le comprend bien. Tout à fait. Schumacher avec Mercedes, mais il n'a pas commencé chez Mercedes. Non. Non, il était chez Benetton, non, rare, rien en à fait. On a des constructeurs comme ça qui préparent les pilotes, mais parce que à l'époque, bien sûr, il y a des équipes juniors aujourd'hui, on structure les choses. Vous avez des équipes juniors et après.
on fait progresser les pilotes et ils passent dans l'équipe première. Ouais, mais ça fait combien de décennies qu'il n'y a pas eu, par exemple, je pars sur un truc, vous me cadrez, mais tu sais, des pilotes qui font, comme tu dis, les formules juniors en monoplace, qui accèdent peut-être au port de la F1 ou même qui font de la F1 et qui après en sortent pour des raisons diverses. Il n'y a aucun constructeur présent en F1 qui, dans ces 30 dernières années, avait aussi une présence en sport proto. En même temps. On aurait pu le repêcher. Tu vois ce que je veux dire? Parce que un mec Ferrari qui sort de... pourrait. Ouais. Je veux dire, Ferrari, Formule 1 et Endurance, ça pourrait le faire. Charles Leclerc, s'il voulait, il pourrait. Ferrari, voilà, c'est ça. Alors Ferrari, c'était un peu... C'est bien que tu parles de Ferrari parce que c'était un peu l'exemple suivi quand même par Lagardère. Parce que à l'époque des débuts de Matra, ben voilà, on avait Ferrari qui courait en sport proto. Et puis les années 60, c'est eux au Mans. Hein. Enfin, oui, en plus avec des succès à répétition. Donc voilà, ils étaient en sport proto et ils couraient en Formule 1. Voilà, John Surtees, champion du monde en 64 sur une Ferrari. Voilà. Donc on était dans cette période-là. Et après, ils avaient un 12 cylindres aussi. Ah, c'est vrai qu'ils avaient un 12 cylindres. Il aimait bien ça, Enzo, le 12 cylindres, je crois. Enfin, je crois ça. Voilà. Alors, il y a eu des périodes V12 et des périodes flat 12. Bon, on va pas faire Ah, d'accord. On va pas disserter sur Ferrari. Ferrari à la française. Ah non. Mais si je vais disserter un petit peu, mais petite digression, on a demandé à un moment donné, on a dit, mais si Matra faisait un flat 12, est-ce qu'il serait pas plus compétitif que le V12 ? Bon, alors les techniciens Matra n'étaient pas très chauds pour ça, mais Georges Martin, qui était le patron du département moteur, a dit, bon, écoutez, on va en avoir le cœur net. Donc, ils ont fait un flat 12. Ça, c'est énorme. Alors, bon, sur un temps très très bref. Bon, voilà. Bon, ça n'a pas été totalement concluant, et donc on est resté sur le V12. Mais ils en ont quand même fait un. Mais c'est là où c'est fort, parce que tu vois, avant de commencer cet épisode, tu nous parlais d'une petite anecdote, et du coup c'est le moment où je vais en parler. La 640, la 650, on a développé 2 modèles en même temps. On ne lésinait sur aucun moyen, en fait, pour la performance, non ? Il brûlait du cash, il y avait crédit limité. Pas vraiment. Alors, avant de répondre à ta question, Anthony, voilà, Geoffroy a raison, il y avait des notions de subvention à l'époque. Ah, alors ça... Pour le moteur. Oui. On parlait tout à l'heure de la dimension nationale, elle était évidente. Donc, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. De Gaulle, Pompidou, Premier ministre. Oui, bien sûr. Et Lagardère avait un très bon contact avec Pompidou. D'accord. Donc il y avait le jeune ingénieur qui sort de Supélec, Jean-Luc Lagardère, puis il y avait le normalien, un peu madré, qui était Georges Pompidou. Et ils s'entendaient très très bien. Et Pompidou, c'est un passionné de la vitesse. Il était contre les limitations de vitesse sur les routes. D'accord, ça j'ignorais. Il a même d'ailleurs donné le départ du Mans 72. C'est ça le lien. C'est ça le lien. C'est bien. Et il a eu des voitures de sport. Il a eu des voitures de sport. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Enfin, de ce que j'en ai mais vu, oui, mais bien sûr. C'est ça qui a fait le lien en fait. C'est pour ça qu'il était invité pour le départ. Parce qu'en fait, il a contribué financièrement à cette épopée Matra. Quoi. Bon, alors on est en 67, on prépare les moteurs, et là il y a en concurrence Gordini pour son V8, 3 litres, et Matra pour son V12, 3 litres. D'accord. Finalement, subvention d'1 million de francs, alors on est en 1967 là, les moteurs sortent en 68, subvention d'1 million de francs pour Matra, mais ça c'est beaucoup lié au travail de lobbying de Jean-Luc Lagardère auprès de Pompidou, et Pompidou était le relais avec De Gaulle, parce que De Gaulle suivait ça de près. Voilà, faut pas croire que ça n'intéressait pas. Et du côté Gordini, ils ont eu un lot de consolation avec 300 000 francs. D'accord. Voilà, 1 million de francs pour Matra et 300 000 francs. Faut être bon sur tous les terrains, parce qu'il faut être bon à la fois dans le développement de la voiture, faut être bon dans la constitution de l'équipe, faut être bon aussi dans le lobbying, quoi. Exactement, voilà. Quand tu pouvais aller chercher de l'argent auprès de l'État pour un projet dans le sport auto. Bon, alors maintenant... Comme j'ai répondu à Geoffroy, maintenant je reviens à la question d'Anthony. Donc tu parlais des projets 640-650, là on revient sur les sports proto. C'est sûr que ça c'est typique du management de Jean-Luc Lagardère. Il poussait ses équipes à fond. C'est l'une des clés du succès de Matra. D'accord. Et si rapidement. Ouais, voilà. C'est ça. Et quelquefois, ce qu'ils demandaient, ça paraissait complètement irréaliste, mais les gars étaient complètement dévoués et dédiés, et voilà, ils s'engageaient à fond, et finalement, ça marchait pas mal. Et oui, mais là, ça créait quand même des clans, parce que tu vois, il y avait Choulet d'un côté, il y avait Boyer de l'autre. Oui, clairement, il y avait des clans. Mais il y en a toujours eu chez Matra. Alors, je vais pas faire l'inventaire, on parlait d'une famille tout à l'heure, c'est comme dans une famille, il y a des amitiés, des inimitiés. Il y a des gens qui se rapprochent, qui s'éloignent avec le. Voilà, okay. bon. Mais globalement, quand même, les gens étaient fidèles. J'ai pas de souvenir que les gens de chez Matra partaient ou c'était pas trop l'époque. Non, bon, on a donné l'exemple d'Offenstadt quand même qui s'était pris la tête avec. C'est vrai. Mais c'est un des rares exemples. Mais globalement, tu as raison, les gens étaient très fidèles. Alors, je reviens à 640-650. Donc, comme ils poussent
ses équipes vers la performance, Lagardère, il se dit, je vais monter 2 projets concurrents. Oh. 2 projets concurrents. Vous imaginez Non, mais j'adore. l'ambiance interne. Donc Bernard Boyer en charge du projet 650 et Robert Choulet en charge du projet 640. En plus, on avait des profils d'ingénieurs très différents. Je fais simple, Bernard Boyer, l'autodidacte hyper doué, et notre ami Robert Choulet, centralien, ingénieur centralien, grande école, voilà, très fort au niveau aérodynamique. Ok. Donc un ancien de chez CD, Charles Deutsch, Tout à fait. qui lui-même était L'aérodynamique, sujet à l'époque. ingénieur grande école, et puis lui aussi, voilà, les CD se démarquaient par leur qualité aéro. Ah, complètement. Ça gagnait, ça gagnait droite, en indice. Enfin, ouais. Non, mais oui. Et ça, c'était un sujet clé à l'époque. Enfin, c'était un sujet clé. Bon, ligne droite, il n'y avait bien sûr pas de chicane à l'époque dans les Naudières. Donc il faut que les jeunes se rendent compte de ce que c'était. Donc c'est un danger maximum, on en parlera aussi tout à l'heure. Donc la 640, allez, je vais faire hurler des gens de chez Matra, mais bon, j'ai le droit. Oui, allez, oui. Allez. C'est un peu une CD améliorée. C'est ça qu'ils vont pas aimer. Propulsée par un V12. Voilà. Non, voilà. Très sérieusement, tout est mis sur l'aéro. Alors, je sais pas si vous avez vu la voiture, mais elle est magnifique. Elle est d'une finesse incroyable. Robert Choulet, c'est lui qui fera les longues queues des Porsche 917 après. Exactement. Donc, il est reconnu. Il a été reconnu pour ses compétences. Parmi les plus belles. Bon, donc, il fait cette 640 et en parallèle. Boyer fait la 650. Alors, il y en a une à carrosserie fermée, la 640, une à carrosserie ouverte, la 650. Boyer a toujours, c'est un ancien pilote, ça il faut avoir ça en tête. Donc, l'un des critères absolus de Bernard Boyer, c'est le confort du pilote. Donc là, on voit qu'il a été pilote. Ok. Et confort du pilote, évidemment, il n'y a pas de problème. Vous voyez, sous la pluie, si vous êtes sur une biplace ouverte, il n'y a pas ce problème-là. Alors, bien sûr, vous avez de l'eau sur les lunettes ou sur les visières, mais globalement, vous avez une vue, je ne vais pas dire à 360 parce que vous n'allez pas vous retourner dans la ligne droite d'une audière, il y a des rétroviseurs qui sont faits pour ça, mais voilà, vous avez une visibilité maximale et aussi un confort, vous ne souffrez pas de chaleur, enfin, bon, voilà. Donc on était sur des philosophies de voitures très différentes, une qui était vraiment très pragmatique, Boyer, une qui était novatrice, mais pas forcément totalement maîtrisée chez Choulet. Bon. Bernard Boyer était dans la place depuis plus longtemps, ça jouait en sa faveur aussi. Okay. Donc il a un peu accaparé le maximum de ressources des équipes Matra pour le projet 650. Donc il faut reconnaître que le projet 640, il n'a pas bénéficié des mêmes ressources. Donc là, il faut être très honnête. Voilà. Bon, et la fameuse 640, bon, j'en viens quand même à ce qui s'est passé. Voilà. Il y a eu des tests qui ont été faits. Bon, d'abord des tests à Marigny, mais bon, après, quand on est arrivé sur une audière au Mans, bon, Pesca, lui, il ne se pose pas de questions. Quand il teste une voiture, il va à fond. Il envoie. Il faut la tester. Voilà. Sauf je sais plus ce qu'il m'avait raconté. On lui avait dit peut-être de faire attention ou pas, parce que je crois que c'est dès la première ligne droite, non ? Alors après, il y a eu. Alors, on reviendra peut-être sur l'accident de Robbie Weber. Ça, c'est autre chose. Ça, c'était avec la 630. Donc c'est avant, mais on y reviendra. Mais sur la 640, en fait, grosso modo, je vais faire simple. Il y avait un défaut aéro clair, c'est-à-dire qu'à partir d'environ 240-250, le train avant commençait à se délester et le train arrière était en compression. Tout à fait. Donc l'assiette de la voiture était en train de varier et évidemment, à un certain seuil critique de vitesse, contrairement à ce qui a beaucoup été dit, le problème n'était pas trop la bosse. Il y avait une petite bosse sur les lunaudières. Il y a des gens qui ont pensé que c'était le tremplin. C'était pas la vraie raison. Et ça a été, on l'a su parce que la 640, elle a été reconstruite bien plus tard par Jean-Paul Imbert. Ouais. Et il y avait ce même défaut. Et la voiture était tellement proche de l'original qu'ils ont reproduit exactement le même défaut. Par contre, là, Pesca, il a levé le pied. Ouais, okay. Dès qu'il a senti que ça se délestait, il a levé le pied. Il s'en souvenait. Voilà. Parce que là, oui, je crois que c'est ce qu'il m'a raconté. Il m'a expliqué que c'était pas... C'est un vrai défaut de conception. L'assiette bougeait. Et bien évidemment, dans le cas de Pesca, la voiture s'est envolée. La voiture a été détruite. Il a vu la cime des arbres. Donc là, c'est Henri qui s'exprime. Et puis après, ça a été un peu le trou noir. Il s'est retrouvé sur le bord des Hunaudières, dans les arbres, avec un petit ruisseau à côté qui l'a aidé pour éteindre un petit peu la combinaison qui était un peu en feu. Bon, il a été là, brûlé. Vraiment, il a eu des greffes de peau. Mais 3 mois plus tard, il était en piste. Incroyable. Au Nürburgring. Et sur le ring, absolument. Et il envoyait. Voilà. Donc ça, c'était une époque assez incroyable. Donc le projet 640, de facto,
est tombé lui-même. Ouais. Et là, on est en 68, je sais pas si on l'a dit, mais on est en 68, c'est ça, pour la temporalité. Oui. Alors, excuse-moi, on était déjà en 69. Voilà, l'objectif, c'était 69. Ouais. Mais donc, à tel point que, est-ce que Robert Choulet, chez Matra, n'avait plus de crédit à la suite de ça? Ou pas? On peut pas aller jusque-là ou... Mais le projet s'est arrêté et je vais te dire, son rôle chez Matra s'est arrêté aussi. D'accord, ok. De facto. Ok. Voilà. Pour ça qu'il se retrouve chez Porsche. Et Bernard Boyer, quelque part, s'est trouvé conforté un petit peu chez Matra. Et Bernard Boyer, on lui doit toutes les principales Matra, monoplace et biplace. La MES 80, qui était championne du monde de Formule 1, c'est une voiture Boyer. Hein. Enfin, c'est un châssis Boyer. D'accord. Et il y avait de la concurrence. Hein. Et il y avait de la concurrence. Hein, on est d'accord. Voilà. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais donc, voilà, ça, c'est typique du management de Lagardère, et où on poussait tout le monde à fond. Et la 650, elle a eu une très belle carrière. Bon, elle n'a pas gagné les 24 heures du Mans, mais elle a fait des performances remarquables. Elle a quand même gagné pas mal de courses de 1000 km, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr, tu as raison. Elle a gagné notamment les 1000 km de Paris. Voilà. Elle a gagné aussi à Buenos Aires en 70, 1000 km de Buenos Aires. Donc ça, c'est l'équipage Beltoise Pesca. Voilà. Alors après, en 71, ça a été une autre affaire, puisque là, on était avec la 660. Ouais. On peut enchaîner là-dessus. Ouais. Jean-Pierre Beltoise était au volant. Ouais. Donc là, c'est l'un des drames de Matra. Donc il y en a eu plusieurs. Là, on a évoqué, c'est pas devenu un drame, mais avec Henri Pescarolo. Oui, c'était quand même, il s'en est très bien sorti, mais on peut dire que c'était un drame. Hein, oui, parce il a été quand même grièvement blessé et il est passé. Il aurait pu ne pas nous le raconter, quoi. Enfin, voilà, il reste clairement, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Il s'en sort quand même très très bien. Hein, tu as parlé de Robbie Weber, c'était un jeune pilote prometteur, mais qui lui peut-être. Là, c'était avec la 630. Voilà. Vous lui montrez peut-être beaucoup de choses. Enfin, voilà. La voiture avait été un peu déverminée par Jean-Pierre Josso, qui était le pilote un petit peu expérimenté, et il avait alerté Robbie. Alors là, on est sur effectivement les essais préliminaires des 24 heures du Mans. De quelle année de on est en 67. On est en 67. Donc là, on est au volant de la 630. Et Jean-Pierre Josso dit à Robbie Weber, tu fais gaffe, elle est vraiment instable à haute vitesse, donc vas-y progressivement. Donc ça, c'est à noter. En plus, on a retrouvé des carnets tenus par les techniciens de l'époque, qui suivaient les essais. Et toutes ces remarques des pilotes étaient enregistrées. D'accord. Enregistrées, en tout cas notées sur ces carnets. Donc c'est pour ça, c'est pas simplement les souvenirs de Jean-Pierre, même si j'ai pu discuter avec lui, mais c'est aussi consigné sur les carnets de l'époque. Il a un témoignage, Jean-Pierre, dans ce livre, ou est-ce que toi, tu as plutôt récupéré justement les témoignages et tu les as retranscrits? Alors, il y a des témoignages que j'ai recueillis en direct, et puis il y a des témoignages qui ont été exprimés par ailleurs, que j'ai récupérés. Hein. Des coupures de presse, des choses comme ça. Voilà, exactement. Okay. Mais donc, il est important d'avoir les retours de tous les acteurs, et notamment des pilotes. Donc, pour finir, pour Robbie Weber, malheureusement, il s'est tué au volant de la 630. Alors, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais ça veut dire que les deux constructeurs français à l'époque ont connu quasiment le même destin en débutant au Mans, puisqu'il y a eu aussi un décès chez Alpine, première édition, non? Il n'y a pas un pilote qui est décédé en course Alors, il y a eu des pilotes décédés en course. Alors, en proto... Chez Alpine, je crois que le premier engagement... Oui, c'est possible, oui. Premier engagement, il y a en tête, mais c'est possible. Un Brésilien, un pilote brésilien... Ouais, donc peut-être le même... effectivement. Alors, c'était pas en course, hein, cela dit, c'était en essai pour Robbie Weber, mais c'était un pilote talentueux et prometteur. C'était un jeune pilote qui avait fait d'excellents débuts en Formule 3, et on lui prédisait une très belle carrière en monoplace et en biplace. Tout à fait. Dans le pur esprit Matra, d'être à la fois présent sur un et l'autre tableau. Voilà. Donc là, les deux premiers. Donc si on est sur effectivement les moments un peu tragiques de Matra, il faut en parler quand même. Donc il y a eu Robbie Weber, il y a eu l'accident d'Henri, voilà. Et puis il y a eu effectivement deux autres graves épins. Donc là, on parlait de Buenos Aires. Oui, 71. On est en 71. Il y en a eu un qui était plus ancien, mais j'y reviendrai après, qui était en monoplace. Mais on est en 71, on est à Buenos Aires. Jean-Pierre a toujours extrêmement bien performé à Buenos Aires. Il avait gagné la Temporada Argentine en Formule 3 en 67 en gagnant. Il y avait 4 courses, il a gagné 4 courses, dont 2 à Buenos Aires. Waouh! Parce qu'en fait, c'était la saison hivernale. Hein. Oui, Temporada, ça veut dire saison. Exactement, c'était la saison hivernale. Donc ils allaient en Argentine, on changeait d'hémisphère. Il y avait aussi la série Tasman en Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Voilà. Ça continue encore un petit peu. Mais donc les pilotes aimaient bien quand ils le pouvaient, ils aimaient bien changer d'hémisphère. Ça leur permettait quasiment de courir en continu toute l'année. Bon, exact. Alors, ils n'étaient pas très nombreux à le faire quand même parce qu'il fallait. Jacques Lafitte, je crois, l'a fait aussi par la suite. À une autre époque. Voilà. Et donc la Temporada Argentine qui faisait courir des F3 à l'époque, parce que ça n'a pas toujours été des F3.
a été dominé par Jean-Pierre en 67. Il gagne 2 fois Buenos Aires. Après, il gagne en Sport Proto, on l'a dit, avec la 650 et Henri Pescarolo. Il gagne les 1000 km de Buenos Aires en 70. Il était très apprécié des Argentins, très soutenu par Fangio. D'accord. Voilà, qui avait découvert un peu Jean-Pierre lors de la temporada. Voilà. Et puis, Fangio qui était proche des constructeurs français, ancien pilote Gordini, je le rappelle. C'est vrai. J'avais oublié. Je l'avais pas celle-là. C'est important de le dire. Voilà. Et donc, en 71, la 660, elle marche très bien. Alors là, c'est l'équipage Beltoise-Jabouille. Oui. Mais Jean-Pierre, il n'a pas encore eu l'occasion de prendre le volant pendant la course. D'accord. Voilà. La course, elle est dominée par une nouvelle Ferrari, la 312. Donc la 3 litres, alors qu'il y a la 512, la 5 litres qui est là, notamment celle de Mike Parks. Mais la 312, elle marche super fort. La Ferrari, elle a très bien été conçue. Alors, bien sûr, un très beau palmarès. Et c'est un jeune pilote italien, un grand espoir, Ignazio Gianti, qui est au volant. Oui. Et l'Italie fonde d'énormes espoirs sur lui. Donc ça fait beaucoup de mal à Jean-Pierre. Après, on va comprendre pourquoi. Donc il est en tête de la course. Et Jean-Pierre est en 2e position de la course, avec la 660. Donc derrière ce jeune Italien. Derrière ce jeune Italien. Alors, on est bien sûr sur une course d'endurance. Ils ne sont pas à se battre roue contre roue à chaque virage. Mais Jean-Pierre en 2e position, ce qui est très très bien pour la 660. Et 5 litres sont derrière. Donc on a 2-3 litres en tête. Et malheureusement, on tire beaucoup sur... ça se joue beaucoup sur les ravitaillements. Donc on tire un peu trop chez Matra. On espère que la voiture peut accomplir encore un certain nombre de tours. Et à un moment donné, voilà, Jean-Pierre s'arrête un peu trop tard, mais c'est pas sa responsabilité, c'est l'équipe qui le dit. On a tenté, quoi. Ouais. On a tenté et il tombe en panne d'essence. Il n'est pas très loin des stands, mais il n'empêche qu'il a encore quasiment un virage à franchir, et surtout, il doit faire traverser la voiture. Il est du mauvais côté de la piste. Ah là là, et il doit faire traverser la voiture. Voilà. Alors, bien évidemment, dans la course moderne, on fait intervenir une voiture de sécurité, on arrête tout. Faut le coursiello. Ouais, c'est ça. À l'époque, c'est The show must go on. Oui. Un pilote se tue, on n'arrête pas une course. Non, c'est vrai. Il n'y avait pas de drapeau rouge. Non, mais c'est incroyable. Non, mais voilà. Non, mais on est d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et Jean-Pierre, c'est un compétiteur né. La voiture est très bien placée, elle est performante. Il se dit, je suis pas loin des stands. Ça va le faire. Enfin, ça va le faire. Je pousse la voiture. On va pas perdre là-dessus, quoi. Bon, physiquement, il est pas super fort parce que voilà, il a été physiquement amoindri par son handicap, mais il pousse la voiture et il entreprend. Il pense qu'il peut traverser la piste. Donc, il entreprend de traverser la piste. Il pousse la voiture, puis de temps en temps, il va au volant pour faire une correction au volant. Parce qu'évidemment, il n'a pas le droit de recevoir une aide externe. Une aide extérieure, tout à fait. Voilà, donc il est dans la piste à un moment donné, et derrière arrivent les 2 Ferrari. Alors les 2 Ferrari, je nomme, c'est la 512 de Parks, Mike Parks, le pilote britannique bien connu, et la 312 d'Ignazio Gianti, qui ne veut pas perdre, qui est très bien placé. C'est très important pour lui de gagner à Buenos Aires. C'est quand même une course réputée. Et donc, il veut absolument gagner, pas perdre de temps. Il sait que Beltoise est derrière. Je ne suis pas sûr qu'il soit informé de la panne d'essence de Jean-Pierre. À l'époque, la communication était assez faible. Oui. Voilà. Et donc, il ne perd pas de temps. Il est blotti derrière la 512. Et il déboîte, mais il n'a pas vu la Matra. Donc, il déboîte, il n'y a pas la place. Et il heurte l'arrière de la 660. Mais ça aurait pu être un double drame parce que Jean-Pierre aurait pu... Jean-Pierre, il a eu une énorme chance parce qu'au moment de l'impact, il est plutôt de l'autre côté de la voiture. Il est derrière, mais de l'autre côté de la voiture. Voilà. Donc, il voit la voiture partir en toupie. Mais voilà, la 312 le frôle. Mais bien sûr, lui n'est pas touché. Par contre, voilà, c'est le drame. Les 2 voitures se percutent à haute vitesse. Enfin... La voiture percute à haute vitesse la Ferrari, la Matra, et s'embrase immédiatement. Et malheureusement, on ne pourra jamais le récupérer. En plus, les capacités d'intervention sur le circuit à l'époque ne sont pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Bon, malheureusement, Ignazio, il disparaît. Voilà. Mais alors, à la suite de ça, je pense que, c'est ce que tu vas nous expliquer, mais que Jean-Pierre a été lourdement accusé par beaucoup. Alors, il a été terriblement attaqué parce que, bien évidemment, on l'a pointé, c'était pratique de le pointer comme responsable. Alors, il avait une part de responsabilité. Mais il y avait plein d'autres éléments qui faisaient que ce n'était pas le seul responsable. Les organisateurs avaient aussi une part de responsabilité. Même Ignazio Gianti n'a pas été extrêmement prudent, même si on comprend très bien sa démarche. Évidemment. Voilà. Bon. Donc c'est toujours, ça n'est jamais tout noir, tout blanc. En tout cas, tout le monde lui tombe dessus. Il y en a un qui le défend, c'est Fangio. Donc ça, c'est important.
Il n'empêche qu'il sera très fortement attaqué en Italie. Oh. C'est Ferrari. Ouais. Ah oui. Pilote Ferrari, pilote italien, grand espoir italien, Ignazio Gianti. On lui pardonne pas ça. Alors qu'il était très apprécié en Italie jusqu'alors. Hein. Bon. La fédération ne le loupe pas. On lui fait sauter sa licence. Et donc, sa saison de Formule 1 va s'inscrire en pointillé. Et donc, oui, parce qu'on est il avant ouvre des la courses. saison 71. Ben oui. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer sur toutes les péripéties juridiques, mais voilà, à un moment, on lui réattribue la licence, puis on lui retire à nouveau. Bref, il a une saison 1971 très hachée à côté de Chris Amon en Formule 1. Ah oui, mais tu vois, j'avais pas cette temporalité-là, c'est important aussi. Parce qu'en 72, il va gagner à Monaco et ça va être évidemment le vivre. Mais pas sur le Matra, malheureusement. Non, sur une BRM. Donc, ça, c'est le troisième, on va dire, événement un peu tragique de Matra. Voilà. Et le quatrième événement tragique, alors je remonte un petit peu en arrière, on est en 67 en Formule 3 sur un circuit hyper dangereux qui s'appelle Caserta en italien, qui ressemble à un triangle avec des virages en aveugle. Ça me fait penser un petit peu, plus tard on fera courir des pilotes à Détroit, notamment en Formule 1, avec des murets, et puis vous ne voyez pas la sortie du virage. Donc ce sont des virages en aveugle extrêmement dangereux, parce que si une voiture est en panne en sortie, vous êtes en gros risque de la percuter. C'est ce qui se passe à Caserte. Alors là, il y a 3 pilotes qui vont décéder. Voilà, je ne vais pas rentrer sur... Ça a été affreux. Et donc, malheureusement, Giacomo Russo, voilà, connu sous le nom, il avait un surnom, il y a beaucoup de pilotes qui avaient des surnoms à l'époque, c'était Geki, G-E-K-I. Et Giacomo Russo, il se tue à Caserte en 67. Sur une Matra. Sur une Matra F3, sur une MS5. Et malheureusement, il faisait une très belle chose sur le Matra. Donc c'était une Matra privée, hein, c'était pas une Matra officielle, mais peu importe. Et donc ça, c'est l'un des pilotes décédés au volant d'une Matra, l'autre étant Robbie Weber, dont on a parlé sur une Matra 630. Bon, l'accident mortel de Gianti, bien sûr, c'est aussi important, mais c'est pas... Voilà, il était sur la Ferrari. Tout à fait. Donc voilà, je suis désolé parce que là, c'est un peu une période un peu tragique, mais là, vous avez les Allez, on se retrouve après la pub. On va évoquer ensuite, évidemment, les succès de Matra. Voilà, on va parler des choses plus positives. Oui, bien sûr. Non, mais c'est important, ça fait partie de cette histoire aussi. Ça n'a jamais dégoûté, ça serait bien un grand mot, justement Jean-Luc Lagardère, ces incidents-là. Non, mais enfin bon... Mais enfin, il s'est posé quand même des grosses questions. Hein. Et il a été beaucoup secoué par l'accident de Robbie Weber. D'accord. Donc ça a été... Mais c'était un des éléments quand même de la course de l'époque. Enfin, le nombre de pilotes qui ont ce témoignage de dire qu'on perdait des copains tous les week-ends en Formule 1. C'est vrai. Enfin, ça faisait... Ça sera, faut qu'on fasse un short, tu sais, comme les youtubeurs font. Non, mais la mort faisait partie aussi de l'expérience du sport auto de l'époque, malheureusement. Ce qui est fort heureusement, plus du tout le cas aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais on est même parti dans l'excès inverse, alors c'est bien ou c'est pas bien, mais voilà. Mais quand même, 67 a été une année critique pour Matra, et ça on ne le dit pas assez, parce que, en fait, Jean-Luc Lagardère, il s'est quand même posé des vraies questions, stop ou encore, il s'est quand même posé cette question-là. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il y avait à la fois, il y a eu l'accident de Geki à Caserte, en F3, et l'accident de Robbie Weber aux essais préliminaires du Mans. Oui. Donc c'est quand même la même année. Hein, qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif si c'est pour... voilà. Et il y a eu quand même ces 2 accidents mortels pour des pilotes Matra, même s'il y avait un pilote privé, peu importe. Et quand même, il s'est posé des questions. Alors bien sûr, à l'époque, c'était absolument terrible parce que le nombre de décès était considérable. Bien sûr. Mais c'est dingue parce que juste après, l'accident d'Henri arrive. C'est vraiment une période trouble, quoi. En 2-3 ans. Bon, je fais une dernière... Non, peut-être pas une dernière digression, mais une petite digression pour que les gens comprennent bien quelle était la situation à l'époque. Jackie Stewart, j'ai eu la chance de l'interviewer, mais là, c'est pas du tout un scoop parce qu'il a dit à bien d'autres personnes. Mais à la fin de sa carrière, avec Hélène, son épouse, ils avaient tellement de copains qui avaient disparu en course, et ben, ils ont fait l'inventaire. Donc Jackie a fait, avec Hélène, ils ont fait l'inventaire des pilotes qui avaient disparu, alors uniquement des pilotes contre lesquels Jackie avait directement concouru. Hein. D'accord. Voilà. Donc pas des pilotes, des pilotes qui sont tués aux États-Unis à un moment où Jackie n'y participait pas. Il a fait essentiellement les 500 miles d'Indianapolis, peu importe. Et il est arrivé à un nombre. Donc de pilotes décédés. Et pourtant, la période je rappelle que c'est pas énorme. Hein. La période de compétition de Jackie Stewart, il s'est arrêté en pleine gloire sur son 3e titre en 73. Oui.
Et on va dire qu'il a vraiment percé à partir de 64. Hmm. Donc, vous voyez, on va faire simple, on est sur 10 années. Eh ben, mais c'est comme Matra, c'est incroyable. Voilà. Ouais. Bon, à peu de choses Alors, près. Non, mais Alors, c'est oui, vrai. oui, j'attends le nombre avec, un peu de choses près. avec fébrilité. Mais je vous le donne pas, le nombre. Ah, ok. Ah bon? Parce que, selon vous, c'est combien de pilotes? Ah, j'en sais rien. Bref. Ah, j'aurais dit. Ah, c'est peut-être beaucoup, mais 12? Ah non. Bah, je pense que c'est horrible en fait. Oui, c'est horrible. Donc je pense que ça tape la centaine quoi. Non. Alors, Geoffroy est très proche. Alors, on est alors, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais c'est plus de 90. Ouais. Voilà. Ah Voilà. oui, quand même. Alors, c'est toute discipline confondue, là où Jackie a couru. Hein. Donc, c'est pas seulement, bien sûr, on parle pas des accidents au Mans et des accidents en Formule 1, dans les compétitions les plus connues, mais voilà, on parle de toutes les compétitions. Hein. Je peux faire une mini digression dans la digression. Oui, on peut sur notre travail. C'est la soirée des J'ai digressions. croisé Arturo Merzario à Imola l'été dernier. Et enfin, alors pour être honnête, j'étais pas avec lui à ce moment-là, on me l'a rapporté. Il signait un document, il signait une photo de lui jeune. Et c'était un espèce d'album, je sais pas ce que c'était, mais un album dans lequel il y avait vraiment des photos, des portraits de tous les pilotes de l'époque. Et en signant à la personne qui venait là, il signe et il dit, je sais pas comment il le dit, mais en gros, il plaisante, il dit, ah mais c'est marrant, bah lui il est mort, lui il est mort, lui il est mort, lui il est mort. Wow. Voilà. Et mais dans son style, hein, lui, voilà, il était détendu, il rigole avec le chapeau, tout ça. Mais voilà, voilà. Arturo, il est plus jeune. Alors, puisque tu es sur une digression sur Arturo, je dois dire un mot sur Arturo parce que c'était un pilote formidable, tout petit. C'était très rigolo quand il était pilote Ferrari en F1 parce qu'on avait l'impression que le casque n'arrivait pas à sortir du cockpit. On a l'impression qu'il devait relever un peu la tête pour voir la piste. Incroyable. C'était très drôle. Super pilote, très, très bon en monoplace, très bon en sport proto. Et Arturo, on lui doit quelque chose. Voilà. Il a quand même sauvé Niki Lauda. Exactement, en 76. Exactement. Voilà. Exactement. Entre parenthèses, il a sauvé celui qui l'a remplacé en Formule 1. C'est vrai. Voilà. Arturo Merzario, pilote F1 Ferrari 73. En 74, c'est Niki Lauda et Claire Regazzoni qui sont recrutés. Hein, voilà. Avec le succès que l'on sait, mais aussi voilà, avec des voitures qui n'ont plus rien à voir. Hein. On est d'accord. Donc voilà, X et Merzario ont souffert avec les dernières générations de la 312B, mais voilà. Après, en 74, ça a démarré sur d'autres. Alors c'était aussi des 312B, mais plus du tout les mêmes. Et c'était autre chose. Mais voilà, Arturo, il a sauvé. Oui, bien sûr. Et là, il fallait pas seulement avoir du cran, il fallait avoir un courage physique parce qu'il fallait aller dans les flammes. Ils étaient trois, hein. Il y a Guy Edwards aussi, oui. non Oui. Ouais. Oui, et de mémoire, je crois qu'il y avait Brett Lunger aussi. Bon, enfin, c'est lui qui à vérifier. Mais celui bien sûr, bien sûr. Mais celui qui allait dans les flammes pour décrocher Niki, c'est Merzario. Ouais, voilà. bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Et ça, bravo. Ah oui. Bravo. Bon, voilà. Alors je reviens, mais donc voilà, ce chiffre supérieur à 90, on a du mal à y croire. Ah oui. Ah, je pensais pas. Voilà, mais voilà, la source, alors je ne suis pas allé vérifier, hein, mais la source, c'est Jackie et Hélène, et malheureusement, ils ne se sont pas trompés. On peut leur faire confiance, effectivement. Le côté monoplace gagne plus rapidement que le côté sport proto, ou est-ce qu'on est sur une temporalité identique? C'est difficile de comparer, parce que la partie monoplace, encore une fois, on progresse graduellement, F3, F2, F1. C'est vrai. Donc en F3, le point de départ, c'est la victoire à Reims 165 de Jean-Pierre Beltoise. Ouais. Voilà. Mais après, donc Jean-Pierre devient champion de France F3, voilà. Et 66, là, ça décolle vraiment parce que on passe en Formule 2. Et puis, on a, voilà, Ken Tyrrell, Jackie Stewart, qui veulent tester la Matra F2. Ça se passe à Goodwood, en Angleterre. Et ils testent là. En l'occurrence, Stewart va tester la F2, mais aussi la F3. Attends, donc ce qui veut dire quand même que Matra était bien vu, parce que je me souviens de l'anecdote de Ken Tyrrell, justement, qui surnomme les Renault les Yellow Teapot. Ah, ça ne fera rien. Là, à l'époque... Oui, mais déjà, les châssis Matra, les Anglais ont vu, on va dire, la rigueur aéronautique des châssis Matra, et ça leur a beaucoup plu. Ok. Voilà. Et donc, le premier test, Jackie découvre la voiture à Goodwood. Vous êtes de l'Endurance Club. Hein, Voilà. On va revenir sur l'endurance, mais voilà. Non, parce que je vois le temps passer. On passe sur l'endurance. Je fais des digressions. Non, mais c'est intéressant parce que. Alors, je reviens à ta question. Donc, effectivement, le schéma, en fait, la 620, la 630,
Bon, et puis on l'a vu, le binôme de projet 640-650, bon, tout ça c'est important. On va dire que les vrais succès, la vraie compétitivité de Matra en sport proto, je pense que c'est à partir de la 650, on peut dire ça. D'accord. Il y a une course, on va parler du Mans. Ben évidemment. Les 24 heures du Mans 69, la 4e place de l'équipage Pierce Courage, un pilote qui s'est tué, voilà, fait partie des 90, hein, de Pierce Courage et de Jean-Pierre Beltoise, termine 4e. Mais est-ce que vous savez qu'en terminant 4e, c'est la Matra qui a parcouru la distance la plus importante aux 24 heures? Ah, c'est beau devant ça. les 670 Qui gagne en qui gagne en 72, 73, 74. Alors évidemment, il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire mais Dominique il dit n'importe quoi, le circuit a changé. Oui, vous avez raison. Ouais, mais Le circuit a changé. Il a évolué. Et parce qu'il a évolué pour des raisons de sécurité d'année en année. Mais celle qui a parcouru la plus grande distance, je parle des Matras. J'ai bien compris. Je parle des Matras, c'est la 650 qui a fait 4e au scratch en 69. Dominique, oui. je t'adore. Je te déteste, mais je t'adore parce que du coup, ça me lance une digression. Ah oui. J'ai découvert cette semaine, je sais plus sur quel site, je le mettrai dans les liens. Évidemment, à chaque fois, on rajoute les petits liens que vous pouvez retrouver. Ah, s'il y a des liens, je fais le gameplay. Des liens cliquables. J'ai découvert cette semaine un classement, je crois que c'est sur les24heures.fr ou 24 heures en piste, je sais plus. Il y a un top 50 des voitures ayant parcouru la plus grande distance sur 24 heures du Mans. Oui. Et en fait, c'est incroyable parce que il y a quasiment, c'est pas la majorité, mais il y a énormément de bagnoles de 23, 24, 25, ou non, 25 déjà. Enfin, je sais plus. Mais en gros, il y a beaucoup d'hypercars dans ce top-là, quoi. Et c'est incroyable parce que ça te rebrasse l'histoire totalement, quoi. Tu vois, oui, évidemment, on a le record de la distance, l'Audi R10, ok, ça c'est bon. Mais derrière, en fait, tu vois que les 908 sont vachement hauts. Tu vois, enfin, c'est hyper intéressant. Je vous mettrai le lien parce que c'est vraiment très intéressant. C'est hyper intéressant. Et ça brasse les époques et tu vois qu'on fait, de plus en plus de distance récemment, en fait. Voilà. Aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que la course a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, là, dans les années 70, justement, puisqu'on va y arriver, et donc Matra va se rapprocher de la victoire pour y arriver, c'est vrai que c'était une course où il fallait être le plus fiable possible, mais pas forcément le plus rapide tout le temps, en fait. Oui, c'est vrai. Bon, alors, dans nos comparaisons, encore une fois, le profil de la piste, si une piste qui a évolué, c'est bien celle du Mans. Il n'y avait pas de chicane. Voilà, déjà, les chicanes dans une audière. Il n'y avait pas de S-Porsche. Voilà. Mais bon, voilà, le profil du circuit a énormément évolué. Le revêtement a bougé aussi. Enfin bon, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais c'est quand même remarquable de noter que cette 650, qui a fait 4e au scratch, a fait quand même une super distance. Et franchement, Pierce Courage a eu un petit accrochage. Malheureusement, donc, quand vous voyez les photos de l'époque, vous allez voir que l'avant de la Matra est sérieusement amoché. Alors, vous avez du Chatterton dans tous les sens pour que la voiture... On ne changeait pas le capot avant, là. On mettait du Chatterton partout. Voilà. Donc, la pauvre voiture, elle n'était pas très belle à l'arrivée. On a des photos, justement, dans le livre ? Oui, on a une photo. On a une photo de la 650 avec ce Chatterton. Voilà. J'adore. Bon, je voulais parler aussi, parce que pour arriver à la victoire... mais pour arriver aux victoires, tu l'as dit, dans l'équipe en elle-même, on challengeait. Voilà, que ce soit les ingénieurs, etc. On challengeait aussi les pilotes. Je crois qu'entre pilotes, on était aussi pas forcément, je vais pas dire pas les meilleurs amis parce que c'est pas vrai, mais on se challengeait, quoi. Ah ben ça c'est clair, Bon, alors en Formule 1 c'est très évident, mais on va peut-être laisser la Formule 1 de côté. Sinon Geoffroy va être énervé. Alors, de toute façon, ce qui se passait... Alors, les 24 heures du Mans, c'était quelque chose d'un petit peu à part par rapport aux autres épreuves, type 1000 km de Paris, on a parlé des 1000 km de Paris tout à l'heure. Jean-Luc Lagardère, il avait toujours en tête l'image renvoyée de Matra. 24 heures du Mans, épreuve emblématique, internationale. Elle est internationale, donc je veux des équipages internationaux. Donc le critère... bien sûr, il y avait toujours le critère de performance, mais donc c'est la raison pour laquelle il a mixé les équipes. Avec Hill, avec Stewart. Donc Graham Hill, alors Henri Pescarolo, s'il veut l'interroger, au départ il n'était pas très fan d'avoir Graham Hill. Alors Graham Hill, un magnifique pilote, double champion du monde de F1. Non mais trop vieux selon Henri. Mais selon Henri, trop vieux. Alors, après il a changé d'avis parce que quand il a vu Graham Hill, voilà, la nuit
sous l'eau, Faire le taf. faire le taf. Bon, il a complètement changé d'avis. Oui, parce qu'il pensait se coltiner toute la nuit. Mais il se disait, mais il va me coller, je vais perdre 2 secondes au tour ou 3 secondes au tour et je vais devoir compenser ça. Mais bon, non, ça s'est pas passé comme ça. Par contre, ça veut dire que même dans un équipage, je crois me souvenir que François Sever n'était pas très coopératif avec son équipier et chacun essayait de faire le meilleur temps. Bon, alors ça on va y venir, mais c'est un peu... Bon, alors, encore une fois, Le Mans, c'était un peu à part. Alors, François, il était lié à Howden Ganley et il a fait 2e, pilote néo-zélandais qui courait en Formule 1. Tout à fait. Il a quand même fait 2e aux 24 heures du Mans. Voilà, donc c'était quand même une belle performance aussi de sa part. Alors, donc ce que tu dis, effectivement, c'était vrai pour le championnat du monde des marques 1973, que va remporter Matra. Oui. Et là, c'était un duel fantastique parce que là, c'était frontal Matra-Ferrari. Et Matra a gagné, face à Ferrari. Et Matra a gagné. En 72, ils se sont esquivés les uns les autres. Matra, pour Lagardère, il fallait gagner au Mans. On est d'accord. Il fallait gagner au Mans, donc je ne participe pas aux autres épreuves du championnat du monde. Vas-y, je te laisse finir, parce que c'est ça le truc central. C'était une top question. Voilà. Oui, donc, on ne fait que le Mans. Voilà, à l'inverse de Ferrari qui a dit... C'était très risqué, parce que le Mans, course assez aléatoire quand même. Voilà. Et il a tout misé, prenait des risques, et il a tout misé sur le Mans. À l'inverse de Ferrari qui a fait l'impasse sur le Mans. Ferrari et qui a fait tout voulait absolument faire le championnat du monde, a gagné toutes les épreuves pour être clair du championnat du monde et a fait l'impasse. Voilà. Donc incroyable. Les deux grands concurrents attendus se sont pas rencontrés en 72. Mais 73, c'était inévitable. Et là, ils se sont affrontés quasiment sur toutes les courses. Voilà. Et là, c'était un vrai duel. Ça donne plus de valeur à la victoire. Parce que... Ah oui. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, tu sais, il y a le côté quand tu, j'ai plus les mots, c'est de parler anglais. Il y a un côté milestone, accomplissement de gagner 72. Tu atteins ce que tu avais. Ça y est, voilà, tu l'atteins. Tu as eu le titre en Formule 1. Et est-ce que 73 est plus beau? Peugeot qui gagne en 92 ou en 93, clairement pour moi, je sais pas, j'en sais rien en fait. Laquelle est la plus belle, j'en sais rien. Mais tu vois, je dirais 93, j'aime bien moi aussi. J'aime bien aussi. Mais tu vois, 73, tu te dis, il y a un affrontement quoi. Enfin, il y a un affrontement et puis Enzo Ferrari met le paquet. Parce que les livres d'histoire s'en souviennent, mais les palmarès, on imprime un poster avec que les vainqueurs. Bon, 72, 73, 74, bon, ils enchaînent. Tu vois, on s'en souvient pas de ça. Donc, mais 73, c'est un duel à couteau tiré dans le championnat du monde, donc épreuve par épreuve, et aux 24 heures du Mans. Voilà. Et Matra va gagner au Mans et va gagner le championnat du monde. La victoire Matra, la défaite Ferrari, quoi. C'était un peu ça. Le Mans, c'est ça. Et après, Enzo Ferrari, alors, il y avait, on l'a dit en Formule 1, Arturo Merzario, Jackie X, vraiment, ils avaient des difficultés avec leur Formule 1 et après ils ont remonté la pente en 74, mais parce que Enzo Ferrari a considéré que on met toutes les ressources sur la F1, c'est l'un des leviers qui explique le rebond de Ferrari en Formule 1 à partir de 74 et pas seulement l'arrivée de Niki Lauda, les Regazzoni, mais ils ont décidé de laisser tomber aussi face à Matra. C'est ça. Et Matra était toujours sur une courbe ascendante. Matra fait donc en sport proto, Enzo Ferrari il s'est dit alors il l'a pas dit, mais on peut imaginer que il s'est dit que 74, il pourrait pas prendre la revanche. Et par ailleurs, en F1, il devait gagner. Donc, on met tout sur la F1. Et donc, Ferrari abandonne le sport proto fin 73. Et il n'y revient qu'en 2023 avec la 490. Exactement. Non, mais surtout, ce que tu me dis là, j'explique vraiment le parallèle complet avec Ferrari. C'est-à-dire que Matra, en Formule 1, malheureusement, ça va moins bien. Oui. Alors que, justement, c'est l'inverse avec Ferrari. Exactement. Donc, Matra s'arrête en 72. Voilà, en Formule 1. En Formule 1, et met le paquet sur le championnat du monde des marques en 73. Donc effectivement, ce sont des trajectoires croisées, tu as tout à fait raison. Et là, cette saison 73, elle est fantastique parce que Matra, c'est un duel fantastique. Je pense que c'est une des plus belles saisons de sport prototype. Voilà. Qu'on se la remate sur Netflix. Là, il faudrait faire un palmarès, mais je pense que, alors je dis pas que c'est la plus belle, mais c'est l'une des plus belles de l'histoire des sports proto, me semble-t-il. Voilà. Bon, après, ça peut se discuter. En 74, c'est autre chose, parce que Ferrari n'est plus là, et le challenger numéro 1 de Matra devient Alfa Romeo. Entre parenthèses, une très belle équipe Alfa, une très belle Alfa. Le sport proto était vraiment... c'était une très belle voiture. Équipe par laquelle est passé déjà Henri Pescarolo ou pas? Oui, début 70. Alors, oui, parce que quand il s'est fait jeter... faut bien le dire. Jeter de l'équipe de Formule 1 fin 70, recrutement de Chris Amon, voilà. Pilote très rapide, l'un des plus doués de l'époque,
mais certainement l'un des plus touristes. Voilà, Je sais pas c'est comment ça. on peut dire. Bon, voilà, l'un des moins pros au sens, voilà, moindre investissement. Appliqué, ouais. Voilà, sur le développement de la voiture. Voilà, il n'allait pas à l'usine voir tout le monde. Il travaillait pas trop sur le développement. Il comptait sur ses qualités naturelles qui étaient très très fortes. Donc encore une fois, c'est un super pilote. Mais bon, voilà, à un moment donné, ça ne suffit plus. Tout à fait. D'où le, alors je sais pas si c'est désarroi le mot, mais de Henri Pescarolo qui se fait sortir au moment où finalement la voiture pouvait surtout gagner. qu'Henri, je vais aller dans le sens de son idée. Il a fait une belle saison. La saison 70, c'est sa première vraie saison de Formule 1. Il fait un podium à Monaco. Ouais. Il fait 3e à Monaco, et puis il montre sur différents circuits, notamment à Spa. Il a toujours été extrêmement adroit et performant à Spa. Voilà, il a fait d'autres belles courses en Formule 1. Et c'était un débutant en Formule 1. Donc clairement, il aurait dû redoubler. Mais le problème, c'est que Lagardère avait absolument besoin de succès. Donc il s'est dit... Clairement, je vais prendre l'un des pilotes capables de gagner en Formule 1. Alors, bien sûr, comme on le sait, Chris Amon n'avait pas gagné. Non. Alors, il avait gagné des courses hors championnat, et puis il avait gagné un championnat de Tasmanie. Enfin, Tout à fait. Et puis il avait gagné 24 heures du Mans. Enfin, il avait quand même un palmarès qui était déjà très important, alors qu'il était encore très jeune. C'est vrai. Donc, il avait un gros potentiel. Et à l'époque, tout le monde pensait qu'il avait le potentiel pour rivaliser avec Jackie Stewart. Tout à fait. Mais d'où le côté un petit peu compliqué à cerner, je trouve, pour Lagardère, parce que il fait confiance aux jeunes pilotes, il les fait progresser, et puis il y a aussi ce côté où voilà, il peut se débarrasser de certains. Oui, mais Matra doit réussir. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'objectif absolu de Jean-Luc Lagardère, c'est que la performance doit être au bout. La victoire, les résultats doivent être au bout. Ok. Et s'il doit se couper un bras, il le fait. Ouais. Il le fait. Voilà. Il a quand même proposé à Henri de revenir dans l'équipe. Et en sport proto. Exactement. Voilà. D'ailleurs, ça s'est Et Henri passé. a accepté. Ouais. Et quand même, on peut dire que Henri est plus que lié à Matra, c'est ce que tu disais. Et oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Juste un petit mot de monoplace. Ah. Bon, allez. La première course. Geoffroy 120, je vous le dis. La première course a lieu à Buenos Aires de Chris Amon. C'est une course hors championnat. Ouais. C'est l'époque où le Grand Prix d'Argentine ne compte pas pour champion du monde. Et il gagne. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait le même plateau, mais c'est quand même un bon plateau. Ouais. Et qui fait deuxième? Ah, bonne question. Eh bien, je ne sais pas. D'après vous, il a remplacé qui? Henri Pescarolo. Eh ben, c'est Pesca qui fait deuxième. C'est drôle quand même. Voilà. Ça, c'est quand même... Bon, le problème, c'est que la victoire d'Amon, ce sera la seule, et elle sera hors championnat. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était Buenos Aires 71. Donc ça, côté... Mais en Formule 1. Donc vous voyez, Buenos Aires, c'était des hauts et des bas pour Matra, pour différentes raisons. Ouais, bon, on revient sur les sports proto. Oui, et je vais revenir sur le sport proto, justement, avec Henri, qui est vraiment se distingue, quoi, voilà, gagne pour Matra, et puis va gagner en 74 aussi, il fallait le faire. Et puis là, on est au sommet de la gloire, quoi. On est vraiment sur une bonne dynamique. On a réussi aussi, je fais une petite parenthèse, sur le record du Tour à Spa d'Henri, où il est très fier. Il en est très fier parce qu'il le fait dans une épreuve face à Jackie X. Jackie X qui va comprendre ensuite comment la Matra fonctionnait, parce que lui aussi va rouler sur Matra. Tout à fait. Et à l'époque, on passait par Burnanville. Non, mais c'est intéressant de voir ça, parce que Jackie X, en fait, va aussi goûter à la Matra. Oui, et il va gagner aussi. À Spa aussi. Ah, incroyable. Et par contre, on est sur le sommet de la vague. Tu parlais de Jackie Stewart qui allait prendre sa retraite en 73 sur un titre. Que se passe-t-il pour Matra? Pourquoi Matra arrête alors qu'ils sont au sommet? Est-ce que tu as une explication là-dessus? Alors, l'explication, c'est que... Mission accomplie, quoi. Alors, pour les sports proto, donc il gagne le titre en 73, il gagne les 24 heures du Mans pour la deuxième fois. En 74, ils affrontent Alfa Romeo. Oui. Bon, sauf les courses où ils ont des petits soucis techniques et ils laissent la victoire à Alfa, sinon ils gagnent toutes les courses, voilà, y compris Le Mans. Donc, Le Mans, ils ont failli ne pas gagner. Ouais. Le Mans, ils ont failli ne pas gagner. Mais bon, voilà. Ah, ils ont failli ne pas gagner. Oui, il y a une panne. Il y a eu un souci de boîte de vitesse sur la voiture de Pesca. Ah oui, c'est vrai. Et il y a eu un temps de mécanique au stand qui a été considérable. Et en deuxième position, on avait une Porsche Carrera RSR. Donc c'était quand même... on a bien... Heureusement qu'on a échappé à ça. Ça aurait été chaud si la Matra n'avait pas gagné. Heureusement qu'on a échappé à ça, ça aurait été une anomalie d'histoire. Bon, elle a pu repartir, elle avait une grosse avance et elle a gagné. Mais il n'empêche que, voilà, 74, Matra se couvre de gloire,
mais l'opposition est moins là. Oui. Et là, Jean-Luc Lagardère, il considère que la mission est accomplie, effectivement. Alors, attention, 74, premier choc pétrolier. Oui, aussi. Parce qu'il y avait un projet, on n'a pas trop parlé des voitures de série, mais ils espéraient, comme Ferrari, comme Porsche, ils espéraient, et il y avait une idée de faire une voiture de sport de série. Et pourquoi pas avec un V12 ? Voilà. C'était un peu dans les, je vais pas dire dans les tuyaux parce que ça n'a jamais vraiment été dans les tuyaux, mais en tout cas dans les cartons ou dans les idées. Voilà. Bon, il y a eu quand même quelques plans qui ont été faits, mais on n'est pas allé très loin. Mais le premier choc pétrolier a aussi été un facteur d'arrêt. Bien sûr. Des velléités de chacun. Des velléités à la fois de voitures de sport et de compétition. Ah oui, et il n'y avait pas l'envie de se remettre en Formule 1, c'était plus possible. Je veux dire, on avait tout gagné en sport proto. Bon. Alors, ce qu'a accepté quand même Jean-Luc Lagardère, mais ce n'était pas son objectif à lui. C'est Georges Martin qui était le patron des moteurs. Il a accepté qu'une cellule de veille sur le moteur soit conservée. D'où l'aventure Ligier. Oui. Ah oui, parce que Ligier s'est construit sur Matra. Voilà, donc en 75, il y a eu 2 grands prix avec une Shadow qui n'était pas du tout... oui, et ça c'est très peu connu aussi. Qui n'a pas été développée pour la V12, pour le V12 Matra. Ouais. Donc ils sont contentés de venir greffer un V12 Matra sur un châssis de DN5. Voilà. Ça. La voiture avait 50 kilos en trop, vous vous rendez compte, en première ? Je crois qu'il y a un article... Tu compares la DN5 à la DN7, la DN7 c'était la Shadow Matra, la DN5 c'était la Shadow Cosworth. On est en 75, il y avait Jean-Pierre Jarier, Tom Price... Ouais. C'était Jarier qui pilotait la DN7 et il y avait 50 kilos d'écart. Le même ingénieur, Tony Southgate, qui avait la DN5, c'était une très belle voiture. Jarier avait fait des pole positions en début de saison. Exactement. Pole position à Buenos Aires, pole position à Interlagos. C'était une fusée, la Shadow. Mais avec 50 kilos en plus, ça ne pouvait rien faire. Et pourtant, avec le même moteur, parce que c'est bien le même moteur, la même version, c'était le MS73 pour les connaisseurs, c'est ce moteur qu'on va retrouver dans la Ligier. Oh là là. Et dès 76, ça va bien marcher parce que Jacques Laffite va faire plusieurs podiums avec cette Formule 1 et après il va gagner en 77 le Grand Prix de Suède. Donc voilà, on était parti sur un autre schéma. Tout à fait. Mais bon, plus avec l'équipe officielle Matra. Mais le moteur Matra a donc quand même joué les prolongations avec presque un titre mondial à la clé en 82. Jacques Laffite est passé très très près. Grand Prix de Las Vegas, il était encore en course pour le titre. Bon, on va pas repasser en revue cette saison. Non, parce qu'on va revenir sur les sports proto. Mais donc 74, c'est la fin des sports proto. Alors, je voudrais dire quand même quelque chose. Parce que ça, Jean-Pierre me l'a dit, je crois que je ne l'ai même pas mis dans le bouquin. Exclusivité. Faut faire une 3e version. Donc, une petite exclusivité. Ah, bien. Jean-Pierre, je lui posais une question très bête un jour. Et je lui dis, mais bon, voilà, t'as piloté des voitures tellement différentes dans des disciplines tellement différentes, à des époques tellement différentes. Voilà, quelle est la voiture qui t'a le plus marqué, que tu as trouvé, que tu placerais au top de l'excellence ? Bon, pour cette époque, bien sûr. Il m'a dit, écoute, je ne vais pas hésiter. C'est un sport proto, c'est une Matra, ça ne vous surprendra pas. Et c'était la 670C de 74. En version courte. Et celle-là, je parle du capot arrière. Et donc, celle-là, il m'a dit... Jean-Pierre Beltois, c'était un emmerdeur pas possible pour mettre au point la voiture. Donc, il trouvait toujours des défauts. Alors, c'était toujours très constructif, contrairement... C'est une qualité. Il y a beaucoup de gens qui prenaient ça pour un défaut. Ils ont tort. Ils poussaient au maximum les équipes pour aller justement dans l'excellence. Mais Henri Pescarolo avait un petit peu cette image-là aussi, alors que c'était pour pousser. Et Sébastien Bourdet a été un peu dans cette... oui. Voilà. Et donc, Jean-Pierre poussait à fond. Et là, il m'a dit, écoute... C'est une voiture, je ne lui ai pas trouvé de défaut. Waouh. Voilà. Si Jean-Pierre... c'est un tampon, c'est une estampille. Voilà, ça voulait dire quelque chose. Donc cette Matra, c'est un avion de chasse. Hein. On pouvait comparer, d'ailleurs, j'encourage les gens à comparer les temps aux essais qui étaient réalisés en Formule 1 et en sport prototype, sur le Nürburgring. Eh oui. Voilà, dans ces années-là. Pas le circuit GP. Oui. Donc regardez, on est sur un Nordschleife et 73-74, et regardez où se serait classé la Matra en 73 sur et en une grille 74, de F1. Sur une grille de F1. Et pourtant, c'était des voitures plus lourdes, moins maniables que des F1. Bon, voilà, normalement, ça va moins vite qu'une F1. Et puis là, bien sûr, il y a des lignes droites, mais enfin, c'est un circuit naturel avec des
montées, des descentes, des virages en dévers. Normalement, la maniabilité, elle compte. Une F1 a l'avantage. Mais elle aurait été haut sur la grille. Bon, j'ai pas le... On cherchera. On vous le mettra en lien. Vous chercherez, mais... Ça fera peut-être partie d'une top question. Ah bah on peut. Mais en tout cas, elle aurait été pas mal classée. Voilà. Donc voilà, je voulais vous dire cette anecdote de Jean-Pierre parce que ça montre l'excellence de Matra. Tout à fait. Et ça a été une parenthèse finalement dans cette histoire automobile, mais parenthèse dont on parle encore et finalement on a de bons retours, j'imagine. Enfin voilà, quand ton livre est découvert. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à le découvrir sur Kokobé Édition parce que c'était un plaisir d'être avec toi, Dominique. J'imagine qu'il y a des étoiles dans les yeux de la part des lecteurs, non ? Oui. Et de la part des auteurs aussi. Alors ça va, la mission est accomplie. Et pour Philippe qui est un peu plus âgé que moi, voilà, le fait de se remettre un petit peu dans cette histoire Matra, ça lui a fait un bien fou. Et donc voilà, on a pris beaucoup de plaisir tous les deux à faire ce bouquin. Voilà. Et ben, nous aussi, on a pris du plaisir surtout à t'écouter, Dominique. Non mais ça oui, il faut faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Non mais c'est énorme. Oh mais il y aura un tome 2 hein, c'est sûr. Ah mais non mais on aurait pu faire plus long mais on vous le livre. Voilà. Je crois que là déjà on a fait une bonne durée. On est sur 1h30. Bon. Mais non mais c'est très bien mais voilà. C'est un épisode de Club classique. C'est la durée d'un Grand Prix. Exactement. C'est ça. Voilà. Ça fait un lien. Ouais, très bien. On a parlé pas mal de monoplace pour ton plus grand plaisir. Je suis pas sûr qu'on ait battu le meilleur temps en course mais on n'est pas trop mal. Non très bien, très bien. On a réussi. Bon, merci à vous parce que c'était très sympa et puis vous nous mettez vraiment à l'aise et puis c'est bien de le faire de façon très naturelle et les choses ressortent comme ça. C'était l'objectif. Dans notre studio. Il faut pas trop préparer ce type d'échange. Alors nous on l'a préparé de notre côté quand même. Un petit peu. Non mais parce que on a préparé les digressions. Toutes les blagues et les digressions sont préparées à l'avance. Toutes préparées à l'avance. Oui, j'avais l'impression que vous aviez vu certaines courses alors qu'à mon avis à votre âge c'était pas possible. C'est ça. Il y avait erreur sur la marchandise. Non mais c'était un plaisir vraiment de se remettre dans cette histoire et puis c'est l'histoire de la France aussi dans le sport auto. Alors c'est beaucoup compté. Bon, encore une fois, les grands constructeurs qui ont énormément performé, je pense bien sûr notamment à Renault et à Peugeot, je pense qu'ils ont puisé une grosse inspiration de cette épopée Matra. Oui, voilà. Tout à fait. Ils se sont dit oui, c'est possible. Et voilà. Et la France qui gagne, c'est possible. Ça existe. Ça existe. Et ça a été prouvé parce que franchement, gagner en Formule 1, en sport proto, en championnat du monde et aux 24 heures du Mans, enfin voilà, vraiment. Ouais. C'était magnifique. Bon, pas de top questions cette semaine. Non, épisode spécial qu'on va faxer dans le planning, je sais pas quand. Exactement, parce que là, il devait y avoir une semaine libre. Voilà, si vous nous écoutez maintenant, c'est qu'il n'y a pas de course. Ou alors, si tu veux, je suis en train d'y penser en même temps, là, alors qu'on conclut, mais je mets une top question dans la description de la vidéo YouTube. Comme ça. Oh là là. Voilà. Et je sais pas ce que ce sera, mais j'en rajoute une. Ah ouais, carrément. Ok. On peut pas débriefer celle de la semaine précédente puisque du coup on le sait pas. Non. Mais j'en rajoute une. Peut-être. Je sais pas ce qu'on va faire. Bon bref. En tout cas, on se laisse des possibilités. Voilà, dans l'Endurance Club, vous savez évidemment toutes les semaines, c'est là où on se retrouve entre passionnés. Dominique Vincent, tu es le bienvenu la prochaine fois, avec plaisir pour parler d'un autre sujet. Merci Anthony, merci Geoffroy, c'était un grand plaisir. Plaisir partagé. Je sais que chez Kokobé Édition, il y a de la passion et nous aussi on est passionnés. Mais si vous voulez qu'on parle des courses d'avant Première Guerre mondiale avec Georges Boileau et Peugeot, on peut le faire aussi. Mais alors voilà, épisode spécial avec grand plaisir. Je sais pas si ça attirera les foules quand même. Mais parce que on est dans à la fois le côté moderne et le côté historique, donc moi je pense qu'il y a du public. Pour ceux qui ne le savent pas, le 4 cylindres Peugeot de l'époque, c'est l'ancêtre du moteur Offenhauser qui a dominé les 500 miles d'Indianapolis dans les années 60. Donc c'est un moteur français qui a inspiré les moteurs américains qui ont triomphé à Indianapolis dans les années 60. Vous inviterez quelqu'un d'autre. Ne regarde pas dans les yeux, Anthony, ne leur lance pas. Surtout, ne regarde pas, il va y avoir des digressions. Merci Dominique, c'était un plaisir. Merci à vous deux. Et merci à vous toutes et tous de nous écouter encore plus nombreux parce que je vais pas redire Road to 1000 parce que ça y est, on les a dépassés depuis longtemps. On va dire qu'on est dépassé. Je sais pas, on verra. Au moment où on enregistre, on ne sait pas. Mais en tout cas, la Spiker est à gagner ou était à gagner. Et maintenant, on va faire gagner peut-être autre chose. Une Matra. Voilà, une Matra. Ah là là, quelle bonne idée. La prochaine sera ça. Bon, merci Geoffroy. merci Anthony. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, rendez-vous semaine pro. Voilà, avec de l'actu, avec des top digressions, tout ce qu'il faut pour faire un bon épisode d'Endurance Club. Ça marche. Ciao.